18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport, avec mes deux collègues mais qui sont grippés tous les deux, ils sont sur le flanc. On va décéder. Avec Thomas, bonsoir, et Fred, bonsoir. Salut à tout le monde. Bon, ça va aller la gorge, ça va tenir? Oui, ça va tenir. Vous avez pris ce qu'il faut? Moi, j'ai pris mon remède avant de venir, de toute façon. Bon, ben ça marche. Bon, on va revenir sur la 18e journée de Ligue 1, la D1 aussi féminine, hein. On va faire ça en premier. Comme je disais, la 18e journée de Ligue 1 avec 6 surprises. Et la 19e journée de Ligue 2 également avec la victoire du FC Sochaux Montbéliard. C'était face au Red Star et c'était ce vendredi. On était présent au Stade Bonal. Justement, on va recevoir Faneva Andriatsima un peu plus tard dans cette émission. Justement, on reviendra avec lui sur le bilan à mi-parcours des Sochaliens. Et avec plein d'autres choses également. On reviendra aussi avec Alexandre Pep qui sera notre invité. On parlera du SC Clémenceau et de l'ADH. Le club byzantin est promu cette saison. On reviendra avec lui sur le parcours de cette équipe byzantine. Mais avant tout, on va parler de la D1 féminine. Avec les résultats de la 11e journée, ce samedi 17 décembre, il y avait 3 rencontres. À noter que Juvisy et Bordeaux ont fait match nul 0 partout. Rodez a battu Albi 1-0. Et il y avait le choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Et c'est Paris Saint-Germain qui l'emporte 1-0. Ce dimanche 18 décembre, il y avait 3 rencontres également, mais une a été reportée. C'était Metz-Guingamp. Et sinon, c'est 2 victoires à l'extérieur. Montpellier qui va s'imposer du côté de Soyo 2-0. Et l'Olympique de Marseille qui va s'imposer également du côté de Saint-Etienne 2-0 au classement. Le Paris Saint-Germain est donc en tête avec 30 points. Deuxième Lyon avec 27 points. Troisième Montpellier avec 24 points. Et en bas de classement on retrouve Albi 11e avec 4 points. Et 12e Metz avec 1 point. C'était tout ce qu'on pouvait dire sur la division 1 féminine. On passe cette fois-ci à la Ligue 1. La Ligue 1. Avec un premier match, c'était ce vendredi 16 décembre, pour commencer cette 18e journée. Nantes, avec son nouvel entraîneur Sergio Conceição, se déplaçait du côté d'Angers. Angers devait réagir. Et finalement, c'est Nantes qui s'impose 2-0. Des buts de Guillaume Gillet à la 18e minute de jeu et un but de Amin Harit à la 48e minute de jeu. On va entendre justement les réactions de Sergio Conceição, content de cette première victoire, et de Stéphane Moulin qui, lui, n'est pas très content, et je pense que les journalistes l'ont un petit peu agacé. Mais qui sommes-nous ? Qui sommes-nous, le SCO d'Angers ? Angers, c'est la préfecture du Maine-et-Loire. C'est pas le Real de Madrid. Donc évidemment, on n'a que des joueurs de Ligue 2. Je vais le redire, le répéter, le rabâcher. On a des garçons qui n'ont jamais joué en Ligue 1. Ils ont joué l'année dernière. Si aujourd'hui, c'est les vilipendés, comme ça se passe, parce qu'on perd contre le FC Nantes, qui est un grand club, lui. Alors, je suis pas en train de dire que c'est normal et qu'on l'accepte. C'est pas ça, on l'accepte pas. Vous pensez que les joueurs, ils sont pas déçus ce soir ? Vous pensez que je suis pas déçu ce soir ? Nous, on voulait offrir ça à notre public. Mais le problème, c'est qu'il y a un adversaire. Voilà, et qu'aujourd'hui, il faut bien quand même savoir qui on est. Je répète que peut-être ce soir, on a une 3e croisée. Peut-être. Les gars, ils font ce qu'ils peuvent. C'est parfois insuffisant. Je reconnais, ce soir, c'était insuffisant. Mais hors de question de tirer sur l'ambulance. Hein. Ça s'appelle la solidarité. On essaye de faire notre boulot le plus sérieusement possible, avec de la conscience professionnelle, avec de l'humilité. Mais ce soir, ça n'a pas suffi. Après, si on me dit que les joueurs, ils n'ont pas couru, ils ne se sont pas battus, ça peut être une raison que je ne peux pas entendre. On a été battus, certes. C'est incontestable. On n'a pas mérité de gagner, on a mérité de perdre, certes. Il faut garder un peu de mesure quand même, je trouve. Je le répète parce que ça n'a pas été suffisamment répété. Quand on a le 20e budget de Ligue 1 et qu'on s'appelle Angers, le SCO d'Angers, on doit s'attendre à vivre des moments difficiles. Et voilà, aujourd'hui on y est. Donc est-ce que c'est une surprise ? L'agressivité fait part du match, du jeu. Il faut de l'agressivité, il faut une équipe bien organisée, que tout le monde travaille,
que tout le monde savent, c'est ça, savent son poste, le temps de presser, le temps de reculer. Et ça, on voit déjà le travail. Et ça, c'est bon. Je suis content pour eux. Parce que cette victoire, c'est pour mes joueurs qu'ils ont fait un travail. Ils écoutent, ils ont beaucoup de respect pour les consignes. Et ça, c'est magnifique pour moi, comme entraîneur. J'arrive au vestiaire, connaître bien le joueur, sa manière d'être, de vivre, de l'esprit qu'il y a en entraînement. Parce que pour moi, c'est important l'entraînement. Pour moi, c'est important l'entraînement. Je m'en fous, c'est comme ça. J'ai un joueur de 19 ans, un de 32. On se gagne 3 millions, on se gagne 500 000 euros. Pour moi, je m'en fous. Je demande ça, travail, respecte toutes les choses qu'on demande. Il joue, il n'y a pas de problème. C'est black ou blanc, pour moi, c'est pas important. Cet esprit, c'est l'esprit de vestiaire. Et tout le monde se respecte. C'est important ça. Les 2 jours qui allaient dans la tribune, ils étaient toujours encore plus nerveux que les autres. Tout le monde veut sortir de cette situation et ça, c'est important. Bah oui, c'est important, c'est vrai. Sergio Conceição a tout dit. L'état d'esprit est très important quand on est dans les dernières positions et qu'on veut se sortir justement de cette zone rouge. Et en tout cas, pour le moment, ça a l'air de fonctionner. Allez, on passe à un autre match. Ce samedi, il y avait Guingamp qui recevait le Paris Saint-Germain. Et c'est la surprise. Guingamp a battu le Paris Saint-Germain avec des buts de Yanis Salibur à la 66e minute de jeu et Neil Depaul à la 70e. Et c'est finalement Edinson Cavani qui va réduire le score pour l'équipe du Paris Saint-Germain à la 80e minute de jeu. Finalement, on va écouter justement les réactions de Verratti qui lui a fait un très bon match et de Salibur, justement, le buteur de cette rencontre. Oui, on a perdu beaucoup de matchs, quelque chose il y a qui ne marche pas très bien. Mais la seule chose de faire, c'est de ne pas parler, de travailler encore plus dur. Parce que peut-être que si on gagne, on ne fait pas le maximum. Parce que je suis sûr que nous, on est plus fort de Guingamp. Et si nous, on joue à 100%, on va gagner. Et je ne sais pas pourquoi, mais je dis aujourd'hui, il n'y a pas besoin de parler. Personne ne doit parler, on doit seulement travailler en silence et faire de mieux. La première mi-temps, on a fait un match très normal. Après, quand on a pris le premier but, on est allé un peu plus avant, on a subi le deuxième but. Et après, quand on perd 2-0, on n'a plus de tactique. On cherche de faire le maximum. On a fait un but, on pouvait faire un autre, mais c'est pas beaucoup comme ça, on doit faire plus. Moi, c'est Paris Saint-Germain est le troisième. C'est pas parce qu'on joue bien. C'est pas des cris, les cris il y a partout, mais on doit travailler plus. On doit travailler plus parce qu'on ne peut pas être troisième illégal maintenant. Exploit, ouais, c'est vrai. Je pense, ouais, c'est un exploit parce que quand on voit l'équipe qu'ils ont, c'est des joueurs vraiment, vraiment très forts. Après, ils nous ont fait beaucoup courir après le ballon, c'était difficile. On a essayé de leur poser des problèmes en contre-attaque et dans leur dos. C'est ce qui a été bénéfique. Donc voilà, on est très contents. En plus, le public qui nous soutient toujours. Aujourd'hui, on voit, vous avez vu, le public qui nous soutient tout le temps. Donc c'est bien, c'est une bonne fête. Ouais, je vois Toff Carbrat qui intercepte la balle, qui se bagarre sur le ballon, il me la met. Et je me dis que si j'arrive à maîtriser le ballon et avancer encore, je pense qu'on allait avoir 2 personnes qui allaient fuser. Et puis il y a Marcus qui va. Je lui mets et puis il la met devant le but et Jimmy il fait une super passe décisive à Nîmes. Ouais, très content, on est très content. C'est vrai que moi je suis surtout content parce que c'était une belle fête. On voit qu'il y a de l'ambiance, une vraie ambiance. Et moi franchement je suis super content, c'est bien. Non, c'est un PSG très fort. Franchement on a eu de la réussite, on a vu qu'ils ont eu des barres transversales, tout ça. Donc voilà, ça reste une équipe très performante. Pardon. Eh bien oui, le Paris Saint-Germain, est-ce qu'il rentre en crise ou pas? C'est une bonne question. C'est toujours quand un nouvel entraîneur arrive en début de saison, c'est souvent compliqué. Il faut qu'il analyse. Mais enfin bon, quand on voit qu'il met Matuidi sur un côté, on peut quand même se poser des questions. Bon, il fait des tests, c'est certain, mais il y a quand même des choix qui sont assez étranges de la part d'Unai Emery. Bon, j'espère en tout cas que tout va rentrer dans l'ordre pour cette équipe parisienne, qu'elle fasse un bon parcours en Ligue des Champions. C'est important aussi pour le championnat français.
Au-delà des choix tactiques de l'entraîneur, qu'on peut discuter évidemment, simplement quand on enchaîne une série de défaites ou de matchs nuls et qu'on est le Paris Saint-Germain, c'est pas acceptable, c'est pas possible. Donc oui, il y a une crise. Après, est-ce que c'est le hasard? Parce que c'est possible, hein, on peut perdre des matchs dans la saison, qu'on soit le Barça ou le PSG ou le Real. Mais alors attends, je sais pas si j'ai les derniers matchs du PSG. Oui, ils ont fait défaite, nul, défaite sur les 3 derniers matchs. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas acceptable pour un club Bah non, de pas ce trop. standing. Pas trop. Surtout contre Montpellier, Nice qui sont premiers, Oui, match encore, nul, c'est bon. possible, et contre Guingamp, perdre contre Guingamp, c'est pas, voilà, c'est pas, je veux pas être insultant envers Guingamp, mais c'est quand même le PSG. Oui, c'est sûr, c'est une contre-performance. C'est une grosse contre-performance et on sent pas de comment on va dire, pas forcément d'orgueil dans cette équipe, pas une réaction d'orgueil de la part, par exemple, du capitaine Thiago Silva qui pour moi, voilà, je pense, est un peu trop frêle. Je pense qu'il devrait quand même un peu plus booster ses camarades. Mais c'est vrai que pour le moment, en tout cas, Paris n'y arrive pas. Et puis on peut aussi ajouter le match nul contre Ludogorets en Ligue des Champions. Oui, Ridicule. en plus. Oui, Ridicule. en plus. Donc, on sent qu'il manque quelque chose dans cette équipe. Bon, le mercato viendra peut-être combler certaines lacunes, mais ça va être compliqué. Allez, on passe cette fois-ci à Toulouse. Toulouse qui recevait une équipe de Nancy. Nancy qui avait voir le score par Aïd Benasser à la 33e minute de jeu. Et finalement, Toulouse va égaliser en fin de partie à la 85e grâce à Christophe Julien. Christophe ou Christopher, je ne sais plus. Je crois que c'est Christopher, mais ça doit être ça. Je crois que ça doit être Christopher Julien à la 85e minute de jeu. Justement, on va entendre Pascal Duprat qui revient sur ce match. Et Pablo Correa qui, bien sûr, n'est pas satisfait car il voulait, lui, gagner ce match. Je ne sais pas si c'est un miracle, mais bon, on n'a pas maîtrisé. Je dois reconnaître qu'on n'a pas maîtrisé grand-chose ce soir. Ça s'est vu dès les premières passes. Ça manquait de justesse, ça manquait d'allant. On était mal en place, en difficulté. Donc, voilà. Et comme quoi le foot est malgré tout bizarre, c'est pour ça qu'on l'aime. On a failli gagner. Il s'en est fallu d'une aile de pigeon. Et très franchement, si on avait réalisé ce hold-up à la maison, parce que ça aurait été un hold-up à la maison, si tu réaliser un hold-up chez toi, bon, se cambrioler, c'est pas trop mal, quoi, mais bon, on n'a pas réussi à le faire. Il va falloir que je me ressource, je vais aller dans mes montagnes pour me ressourcer, et pour essayer d'être davantage convaincant auprès de mes joueurs. En fait, voilà, comme j'explique, nous sommes en termes de jeu en difficulté, malgré tout à domicile. Sur 4 matchs, on vient de prendre 7 points. C'est pas mal pour une équipe qui galère à la 7e place, je crois. Donc si on pouvait continuer à galérer comme ça serait bien. Maintenant, il faut qu'on s'améliore. Et ce qui se passe, c'est que j'ai tellement de jeunes joueurs, quelquefois, tactiquement, il manque de pertinence. Je prends l'exemple de ce soir. Il fallait surtout pas relancer bas, repartir court. Il fallait allonger, jouer le deuxième ballon. Le problème, c'est qu'ils l'ont compris à 10 minutes de la fin. C'est presque un défait pour nous. C'est comme ça, le football il est ainsi fait. Difficile à contrer ces joueurs-là quand il est dans les serres. Même si on avait travaillé et tout ça. Je pense qu'on est mal payé pour rapport au match qu'on a fait et les efforts qu'on a fournis, bien évidemment. On avait préparé avec beaucoup de changements, en essayant d'avoir de la fraîcheur, bien évidemment, justement d'essayer de compliquer la tâche au milieu du terrain, comme vous l'avez dit. Ça marchait. Le seul regret, c'est pas avoir enfoncé le coup à un moment, nettement en première mi-temps, qu'on a vu qu'on aura pu prendre encore plus d'avantages. Après, vous savez, quand vous êtes à 1-0, voilà, le match n'est jamais fini. On a tenu, pas bien, sauf que voilà, ils nous ont égalisé sur une action que difficilement on pourra éviter ces choses de tête comme ça. Bah oui, hein, Pablo Correa pas content et forcément Pascal Duprat pas content non plus, mais bien content de l'égalisation en fin de partie. Allez, on passe du côté du stade de la Mosson avec Montpellier qui recevait les Girondins de Bordeaux. Et ça ne s'est pas très bien passé en tout cas pour Jocelyn Gourvenec et les Girondins qui s'inclinent 4-0 avec un carton rouge aussi pour Jérémy Ménez, dont le président trio et Jocelyn Gourvenec lui en veulent en tout cas beaucoup, au vu de leur déclaration.
c'est vrai que c'est un carton vraiment, vraiment stupide parce que ça laisse les Girondins de Bordeaux à 10. Et c'est finalement Montpellier qui s'impose 4-0. Début de Lannes, Cessignon à la 20e, Steve Mounier 84e. Et Yacouba Silla conclut le festival à la 90e. Justement, on va écouter Frédéric Hans et justement Jocelyn Gourvenec. Ouais, ça peut surprendre, même moi j'ai pas toutes les explications quoi. Soit on l'emporte grâce à notre sérieux, je dirais, notre solidarité, puis notre capacité aussi à rester concentré sur l'ensemble du match. Ça nous est arrivé parfois sur certains matchs à domicile, mais c'est vrai que la constance n'est pas notre point fort quoi, et donc on doit tendre vers ça. Après sur le match de ce soir, c'est un match très paradoxal. Je trouve que Bordeaux est une superbe équipe. Ils nous ont vraiment mis en difficulté. Nous on s'est donné les moyens de marquer rapidement en jouant juste sur nos premières attaques et en faisant preuve de réalisme. On marque 2 superbes buts. Mais après, sur la première mi-temps, Bordeaux nous a mis beaucoup en difficulté. On a eu du déchet technique sur nos contres. Après, c'est vrai que l'expulsion de Mézières en deuxième mi-temps a fait qu'on est resté sur notre schéma. On a attendu les Bordelais et puis on a pu marquer de nouveaux buts sur la fin de match parce que Bordeaux s'est épuisé à vouloir revenir. Bah oui, parce qu'on prépare les choses, on fait une très bonne entame, on a des situations où on ne marque pas, manque d'adresse, et on se fait punir sur 2 ballons anodins, on est loin du porteur à chaque fois, on est attentiste, et on se fait punir. C'est très difficile à accepter, de ne pas être capable d'être dans la continuité du match de mercredi. On a, dans les même configuration d'équipe, à quelque chose près, on est incapable aujourd'hui d'enchaîner et d'être dans l'exigence en permanence. Le haut niveau est impitoyable. Et on l'a vu ce soir où Montpellier nous a attendus. On a très bien préparé au départ et c'était même presque trop facile. Et on n'a pas été efficace et on s'est laissé endormir et on s'est fait punir. Bah oui, en football, il faut être efficace. Et cette équipe de Bordeaux, comme le rappelait Jocelyn Gourvenec, ne l'a pas été, et au contraire de Montpellier, qui, elle, l'a été avec... il manquait Riyad Boudbouz, qui s'est fait opérer du ménisque. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement dans cette équipe de Montpellier. Allez, on remonte un petit peu beaucoup, et on va direction la Bretagne, du côté du Stade Rennais qui recevait l'équipe de Bastia. Avec Bastia qui s'est imposé 2-1 avec Enzo Crivelli qui marque à la 59e minute de jeu. J'aime bien cet attaquant, moi en tout cas. Je trouve qu'il lâche, en tout cas, oui, c'est un vrai attaquant, il lâche jamais rien. Et le deuxième but a été inscrit par Gaël Danic à la 63e minute de jeu. C'est finalement Giovannicio qui va réduire l'écart pour le Stade Rennais. On va retrouver un Ciccolini content, mais qui commence à compter ses blessés et qui demande au président de lui trouver des joies. En tout cas, c'est le bon moment. Avec une victoire, de demander des choses, c'est plus facile pour la suite. Et bien sûr, du côté du Stade Rennais, c'était un peu la soupe à la grimace. C'est sûr que comptablement, ça fait du bien. Après, ce soir, on a été efficace. On a surtout évité les poteaux. Après, je pense qu'à 2-0, il y avait des situations où avec un peu plus de maîtrise, on aurait pu beaucoup mieux faire. Maintenant, on ne va pas faire non plus la fine bouche parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Et on continue à bricoler. On bricole. Un jour, on va le payer cash et ça va nous faire vraiment du mal. Et maintenant, ça commence à fatiguer. Beaucoup de solidarité. Oui, beaucoup de solidarité d'entraide, heureusement. Mais il faut vraiment comprendre des joueurs parce qu'on est au bord de la rupture. Non, mais les joueurs, ils ne jouent pas à leur poste. C'est ça le plus délicat. Abdou Keita, il est milieu de terrain, il joue arrière gauche. Gaël, il est ailier, il joue milieu. Ça pose beaucoup de problèmes. Ça nous fait des fois changer de système alors qu'on est obligé de s'adapter à chaque fois à nos absences, quoi. Et ça va finir par nous faire du mal, beaucoup de mal. C'est vrai, mais plusieurs fois on aurait pu gagner. Plusieurs fois, à Nantes, on aurait pu gagner. À Saint-Etienne, on perd dans les arrêts de jeu. Voilà. Je ne dis pas qu'on aurait pu gagner, mais au moins prendre un point. Moi, je n'ai pas cette sensation. Je vous assure, je n'ai pas cette sensation. On a cette année une équipe peut-être un peu plus jeune, avec un peu moins de bouteilles, avec un peu moins de vécu. Ça, c'est vrai. Mais je n'ai pas cette impression-là. C'est clair que ce soir, on était en réaction au lieu d'être en action. C'est un match à vite oublier puisque le perd ce soir chez nous. On était invaincus chez nous, malheureusement on n'a pas pu prendre les 3 points ce soir.
Le collectif est très fragile, donc à partir du moment où on fait plus les choses ensemble, tout devient compliqué. Ce que j'ai dit, la moindre passe, le moindre enchaînement. On a vu des joueurs qui n'étaient pas peut-être à leur meilleur niveau, mais est-ce que c'est la conséquence, ou en tout cas c'est dans un contexte de jeu comme celui-là, tout devient difficile. Certains joueurs ont perdu le fil. Oui. Ben oui, certains joueurs ont perdu le fil et en tout cas c'est une défaite du Stade Rennais et une belle victoire du côté du CA non, j'allais dire du CA Bastia, non c'est pas la même équipe, hein, c'est le SC Bastia. Allez, on va un petit peu plus loin, mais on reste toujours en Bretagne et on va du côté du FC Lorient, hein, dirigé par Bernard Casoni, qui lui devait s'imposer, hein, dernier de la Ligue 1 pour justement sortir un peu de cette zone rouge en recevant un client pas forcément très facile, hein, c'est l'AS Saint-Étienne. Mais il va avoir un tournant dans ce match. En début de rencontre, Jesse Moulin, le portier de cette équipe stéphanoise, se fait expulser suite à une faute sur Benjamin Mukonjo. Bon, vous verrez après, on va entendre Christophe Galtier qui n'est pas forcément content du carton rouge. Et c'est finalement Lorient qui s'impose 2-1. Des buts de Philippe Otto à la 39e minute de jeu. Un but de Jimmy Cabot à la 89e minute de jeu. Et c'est Vincent Pajot pour les Verts à la 90e qui va réduire le score. Mais Lorient s'impose 2-1. Une victoire très importante. Vous allez justement entendre Bernard Casoni et Christophe Galtier qui lui reste encore sur le carton rouge. Je pense qu'on a pas mal géré le match, surtout la première mi-temps où nous nous sommes créés beaucoup d'occasions. Il fallait rester concentré, patient, continuer à aller travailler. Et c'est ce que nous avons fait, quoi. Voilà. Après, le plus dur, c'était d'ouvrir le score, ce qui a été réalisé. Et après, c'était de pouvoir mettre le deuxième but. On l'a mis tardivement, on aurait préféré le mettre plus tôt. Et après, on n'est jamais à l'abri de les voir revenir au score, parce qu'il y a toujours des moments que l'on gère mal, où on pense beaucoup à garder un résultat et on s'y prend mal. Il y a toujours ce petit problème-là, quoi. Voilà, mais bon, dans l'envie d'aller de l'avant, dans l'envie de jouer, on a fait de bonnes choses. Ce soir, c'était important pour continuer d'y croire, pour ne pas être décroché, vu qu'en plus, beaucoup d'équipes ont gagné aussi devant nous. Donc, c'est important de... Puis bon, ça valide un peu tout le travail que nous faisons ces derniers temps, quoi. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Même notre position, elle ne nous empêche pas de jouer. Au contraire, nous sommes créés énormément d'occasions. Donc c'est par ça que nous allons nous en sortir aussi. Maintenant, c'est de rectifier un petit peu plus sur l'aspect défensif, de mieux gérer certains moments du match. On n'est pas encore tout à fait guéri. Ça me fait 2 matchs importants. C'était notre 29e match, le 9e d'une série de 10. Je jouais encore 80 minutes, 85 le temps additionnel à 10. Je me doutais que ça allait être difficile. Vous avez, vu les images, moi évidemment que je les ai vues. Chacun va avoir son interprétation. La seule interprétation que j'ai, moi, sur l'image, je vais essayer d'être de bonne foi, lucide. C'est qu'à aucun moment l'attaquant touche le ballon, et que le premier qui touche le ballon, c'est le gardien. Et qu'au moment du contact avec le joueur, parce qu'évidemment que le gardien, il ne peut plus s'arrêter, au contact avec le joueur, le ballon, il fait 10 mètres ou 15 mètres dans l'autre sens. Le ballon, il ne va jamais en direction du but. L'attaquant n'a jamais touché le ballon. Il y a 2 joueurs qui arrivent en même temps et qui jouent le ballon. Mon gardien l'a touché. Derrière, il se tourne pour ne pas faire mal à l'adversaire. Il y a un contact. Quand il a sorti le carton rouge, monsieur Le Sage, je pensais que notre pauvre Benjamin Mukonjo, il avait une fracture des cervicales, quoi. Alors est-ce qu'il y a une intégrité, pas l'intégrité? Voilà, je trouve qu'à ce moment-là du match, très sévère, c'est lourd de conséquences. Et je le répète encore une fois, au moment où il y a cette sortie, peut-être précipitée, il y a mon gardien, Jesse, qui prend le ballon bien avant le contact et que l'attaquant ne l'a jamais touché. Alors je le trouve très sévère, ce carton rouge, et évidemment qu'il a un incident. Oui, forcément, il a bien sûr une incidence après sur la rencontre. C'est sûr qu'à 10, c'est moins facile. Mais bon, après, ça a permis aussi à un jeune gardien de rentrer sur le terrain, même s'il s'est incliné. Il a fait un très bon match avec de très bons arrêts sur une belle tête d'ailleurs d'un Lorientais où il va chercher ce ballon. En tout cas, un bon gardien pour l'avenir du côté de Saint-Étienne. Mais oui, finalement, ce carton rouge pour moi est quand même mérité parce que c'est quand même une grosse faute du portier de Saint-Étienne. Allez, on passe à ce dimanche. Il y avait un match qui aurait dû se jouer ce samedi, c'était Caen-Metz, mais qui a été reporté en raison du brouillard, qui a été reporté à dimanche. Et c'est Caen qui s'impose 3-0, des buts de Karamao à la 20e minute de jeu, Santini 61e et Pape Sané 90e. Rappelez-vous, Pape Sané qui était du côté de Bourg-en-Bresse-Péronas la saison dernière.
Allez, on passe cette fois-ci avec le match d'après. C'est le match entre Nice et Dijon. Nice, en cas de victoire, pouvait devenir champion d'automne. Et ben Nice s'est imposé 2-1. Des buts, un doublé signé Balotelli à la 32e minute de jeu sur penalty. Julio Tavares avait répondu à la 37e minute de jeu sur penalty du côté de Dijon. Un de penalty très litigieux quand même, des deux côtés. Avec Mario Balotelli qui lui inscrit le but de la victoire à la 50e minute de jeu qui permet à Nice d'être champion d'automne. Justement, on va entendre les réactions de Maxime Lemarchand, de Lucien Fabre et de Mario Balotelli qui vous souhaite un joyeux Noël. Ouais, le coach nous avait averti que c'était une belle équipe en face, qui a pris des points contre de grandes équipes et qui a vraiment des atouts. Donc voilà, on a su gérer un peu ça, on a trouvé les solutions. Donc c'est bien, il y a eu 2 pénaltys aussi. Donc voilà, c'est bien, on est très contents. En plus, voilà, on voulait bien finir à domicile pour 2016. Donc voilà, on l'a chose faite. C'est un peu un beau cadeau, mais comme il y avait un tifo là qui mettait c'est Noël depuis le mois d'août, et c'est vrai que là l'équipe, moi depuis ce que j'ai vu, il nous régale, et voilà, et on est content d'avoir eu toutes ces victoires. Là on est à 43 points je crois aujourd'hui, donc c'est très bien. On n'a jamais été aussi haut je crois pour Nice, donc c'est vraiment que du bonheur. Voilà, c'est vrai, c'était pas, je pense, pas trop espéré de tout le monde, mais on a 43 points, les faits sont là, on les a pas volés. Même s'il y avait des victoires qui au début étaient très très difficiles, mais sur chaque match, il faut donner le 100%. 100% et ça tient à très très peu de choses. Et c'est ce qu'on a su quand même provoquer ce soir, ce 2-1 qui tombe au bon moment. On va continuer à prendre match après match parce qu'on est à la limite de la rupture, je dois dire, 10 matchs en 31 jours. Je ne sais pas qui c'est qui organise ça, mais c'est trop. Pour moi, c'est du business, puis c'est tout. Donc c'est irréalisable pour le foot, 10 matchs en 31 jours. Je dis ça pour protéger le football, quoi. Joyeux Noël à tous, à votre famille, et merci que tout vienne à l'état, tous les partis, comment on dit supporter? Supporter à nous. Merci. Et joyeux Noël. Bah oui, comme on dit supporter, supporter, tout simplement. Et joyeux Noël aussi à Mario Balotelli. On lui souhaite un joyeux Noël. Il fait l'unanimité en France, là. Hein. Oui. Tant sur le côté sportif que les à côté. Il défrayait la chronique où il était passé en Angleterre et en Italie. Et en France, là, je crois on n'a rien entendu de trop. Il est sûrement très bien encadré du côté de Nice avec Lucien Fabre. Et il a trouvé le club qu'il lui fallait. C'est ça aussi, des fois. Les joueurs arrivent à trouver les clubs qu'il leur faut. Et puis en parlant de Nice et de trouver son club, c'est Ben Arfa qui doit l'avoir mauvaise, là. Il quitte Nice. Il va au PSG, Nice qui fait premier, le PSG qui est à la traîne. Oui, puis en plus, il y a des petits trucs. On a appris qu'il y avait une taupe au Paris Saint-Germain. C'est le journaliste Riolo du côté de RMC qui a dévoilé cette taupe. Donc c'est sûr qu'il y a des choses aussi pas claires. Et apparemment, son agent met souvent Ben Arfa en avant et ça commence à ne pas plaire du côté du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y a plein de petits problèmes en interne et qui font que peut-être ça rejaillit sur l'équipe du Paris Saint-Germain en ce moment. Et c'est peut-être ça aussi qui peut causer aussi les résultats. Est-ce que vous avez vu la rumeur sur le Paris Saint-Germain qui est quelqu'un qui remplacerait le président Nasser El Khelaifi? Ah oui, il y a beaucoup de rumeurs avec Sarkozy, mais Sarkozy a démenti. Nicolas Sarkozy a démenti complètement cette rumeur qui ne tenait pas, qui pour moi ne tient pas la route. Mais bon, après, ça tient pas la route, mais c'était rigolo. Mais après, on ne sait pas, on ne sait jamais trop. Moi, non. Oui, vas-y, tu disais. Non, moi j'ai juste une question à vous poser. Est-ce qu'une alliance Ben Arfa-Balotelli aurait tenu la route à Nice? Est-ce que ça aurait été mieux que maintenant? Oui, pourquoi pas. Ce sont deux joueurs qui, je pense, qui peuvent jouer ensemble. Et c'est sûr, Ben Arfa arrive au Paris Saint-Germain, il y a beaucoup plus de stars, de vedettes, il faut faire sa place, il y a beaucoup plus de concurrence qu'à Nice, forcément, même si on a du respect pour cette équipe niçoise. Mais oui, je pense qu'avec Balotelli, je pense que ce serait bien entendu. C'est vrai que je pense que c'est deux joueurs qui peuvent jouer ensemble, mais bon, ça on le saura jamais en tout cas, on le saura jamais. Allez, on va un petit peu plus loin, mais on reste sur la côte avec Marseille, l'OM qui recevait l'équipe lilloise, une équipe lilloise en forme en ce moment. Et c'est finalement Marseille qui va s'imposer 2-0, un but de Bafétimbi Gomis à la 56e minute de jeu sur une grosse erreur de défense lilloise. Et Florian Thauvin à la 61e minute de jeu qui lui marque d'une superbe frappe enroulée en pleine lucarne. Donc bravo,
C'était un très beau but. Allez, on va entendre justement les réactions de Gomis du côté de Lille et de Sébastien Corchat du côté de Lille. Sébastien Corchat et du côté de Marseille, Bafétimbi, Gomis. On met les choses dans l'ordre. Oui, tout d'abord, avant de commencer cette interview, je voulais vraiment rendre hommage au staff médical et plus particulièrement au docteur Bodo qui a fait beaucoup de boulot, qui s'est beaucoup investi sur ma blessure et m'a demandé de lui faire confiance. Et je tiens à lui dédier surtout cette victoire et encore plus ce but parce qu'il a vraiment fait du bon boulot avec moi. Il est resté, on a passé beaucoup de temps au centre d'entraînement, donc je voulais vraiment lui dédier ce but et surtout cette victoire parce que c'est son dernier match au Vélodrome après tant d'années et il a fait encore une fois, il a montré tout le talent et le don qu'il avait. Après concernant le jeu, oui, on avait à cœur de croquer dans la pomme de plein dents parce qu'on était affamés. C'était important, on avait une occasion de bien rentrer dans cette première partie de tableau en prenant cette 6e place. Le coach a fait du remarquable boulot aussi parce que aujourd'hui, dans notre lieu où on était en mise au vert, il y avait des affiches où il y avait la 6e place de partout, il y en avait au moins une quarantaine. On est mal rentré dans ce match, je pense que l'enjeu avait pris le dessus, mais en deuxième mi-temps on a pu montrer la qualité de ce groupe et surtout le renouveau de ce collectif. Je pense qu'on fait plutôt une bonne première mi-temps. On défend, on essaye de jouer un contre, on les met en difficulté. 0-0 à la mi-temps, on avait toutes nos chances en deuxième. C'est dommage qu'on prend ce but rapidement et après ils enchaînent sur le deuxième but. Après, je pense qu'il y a penalty. NJ fait une main, il a la main décollée. Après, au bout d'un moment, il faut arrêter. Mais c'est comme ça, il n'a pas sifflé. Mais c'est dommage parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Bah oui, il y avait moyen de faire quelque chose du côté de Lille, mais quand on fait des erreurs de défense, face à des joueurs de la classe de Bafétimbi Gomis, ça fait but. Et ensuite, après, Florian Thauvin, 5 minutes plus tard, qui récidive. Alors que Lille a encore la tête dans le sac, comme on dit, ça fait que Marseille s'impose 2-0. On va passer cette fois-ci au grand match de la soirée, le match entre Monaco et Lyon. Alors, la question, c'était combien Monaco allait en mettre à Lyon ? La réponse est finalement Lyon qui l'a donné. C'est Lyon qui a inversé la tendance et qui s'est imposé au stade Louis II 3-1 avec un très grand Mathieu Valbuena, un joueur qui était au placard il n'y a pas si longtemps et qui, moi c'est un joueur qui force le respect parce que c'est un joueur qui a été critiqué, il en a entendu des vertes et des pas mûres et il est toujours revenu. Donc je pense qu'il a quand même un mental d'acier. Il est toujours revenu et puis là encore, il prouve encore une fois qu'il est au niveau avec Jean-Michel Aulas qui l'a longuement félicité à la fin de cette rencontre. Il y a quelques mois, il voulait le vendre, il fallait absolument qu'il s'en aille. Et finalement, ce coup-là, il est revenu en odeur de sainteté. Et c'est vrai que c'est Lyon qui s'impose 3-1 avec des buts de Guézal à la 29e minute de jeu, Valbuena à 65e, Lacazette 87e et Bakayoko avait réduit le score pour Monaco à la 70e. Mais Monaco a trouvé, en tout cas sur cette rencontre, plus fort que lui. On va entendre justement ce qu'en pense Mbappé, le monégasque, et le lyonnais, buteur de cette soirée, Alexandre Lacazette. J'ai toujours un goût amer après une défaite, donc j'aurais du mal à vous dire logique, mais cette équipe de Lyon a bien joué aujourd'hui et félicitations à elle. Qu'est-ce qui vous a manqué ? Ce qui nous a manqué, je pense que c'est un peu plus de lucidité. Je pense qu'avec un peu plus de lucidité, on aurait pu faire quelque chose de mieux aujourd'hui, je pense. Après, je pense qu'on va se remettre au travail et on va essayer de réagir dès mercredi contre Caen parce que je pense que pour bien finir cette année 2016 et se rapprocher de Nice qui a pris de l'avance. Je vous dirai ça mercredi si on a réagi ou non, si c'est un accident, un coup d'arrêt. Ouais, bien sûr, parce que je pense qu'après, avec la fatigue, comme je vous ai dit, c'est un manque de lucidité. Mais après, je pense que c'est peut-être avec le score aussi qui était défavorable. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense que certains joueurs ont perdu leur nerf et ça arrive, on est des humains, je pense que ça arrive. Après, il faut que ça arrive le moins possible parce qu'on est quand même des professionnels et on se doit de montrer l'exemple. Mais après, aujourd'hui, je pense qu'un craquage de temps en temps, je pense que c'est humain. Ça fait partie des équipes qui nous ont le plus embêtés. Après, est-ce que c'est l'équipe qui nous a le plus embêtés ? Je pourrais pas vous dire, mais c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup embêtés. Ils ont fait une bonne entame et ils ont su concrétiser les occasions dans des moments clés du match. On est content, on est satisfait de ce résultat. Et en plus de ça, pour une fois, on a fait un match plein, donc c'est bien.
L'un des meilleurs, on va dire l'un des matchs les plus aboutis, surtout contre une équipe du haut de tableau qui était en grande confiance, donc c'est l'un des meilleurs matchs. Oui, on les a sentis un peu énervés, après ils n'avaient peut-être pas l'habitude de ne pas dominer le match comme ils ont pu le faire dans les autres rencontres, mais tant mieux pour nous, on a su repartir avec les 3 points. Oui, le troisième but qui soulage, on va dire, les coéquipiers. Donc tant mieux pour moi. Après le penalty, j'ai déjà dit, j'en marquerai, j'en louperai d'autres, mais c'est pas un souci. Non, ce soir non. Il dit ce qu'il veut. Hein. Je suis pas trop d'accord, mais je préfère pas polémiquer sur ça. Peut-être pas foutu, mais c'est vrai qu'on n'aurait pas été mis dans les meilleures dispositions. Maintenant, ce soir, on a gagné. Il nous reste encore ce match mercredi contre Angers qui sera important et après on partira en vacances libéré. Bah oui, hein, le président monégasque n'était pas du tout satisfait. Il a beaucoup critiqué l'arbitrage de cette rencontre. Mais il faut reconnaître que sur ce match, Lyon n'a absolument pas volé sa victoire et s'impose. Et je pense que voilà, on a vu des joueurs monégasques quand même très énervés dans cette partie, qui ont perdu leur sang-froid pour certains. Et je pense que Monaco n'a plus l'habitude de perdre. C'est aussi le fait que Monaco, avant de jouer, savait que Paris avait perdu de son côté. Et puis, et donc c'était l'occasion pour Monaco de distancer le PSG. Donc tu rêves de ça la nuit, quoi. Tu te dis, ah c'est bon là, c'est bon, on a juste à gagner et puis on distance. Et c'est un rêve qui s'effondre, je pense, le temps de ce match, quoi. Bah oui, c'est vrai qu'on a trouvé les monégasques, bah oui, c'est vrai, très, très nerveux à la fin de cette rencontre et pendant cette rencontre, bien évidemment, avec des fautes. Bon, après, ils ont dit que Valbuena faisait souvent le joueur malade, mais bon, dans cette rencontre, il a démontré toutes ses qualités, toute l'étendue de ses qualités. Et c'est vrai que moi, c'est un joueur il force mon respect parce qu'il a quand même, comme je disais tout à l'heure, un sacré mental pour revenir. À chaque fois qu'il tombe, c'est vrai, à chaque fois qu'il est critiqué, il tombe et il revient. Et de plus belle, et en tout cas c'est un joueur pétri de qualité. Et justement la question est, est-ce que Didier Deschamps pourrait rappeler Valbuena en équipe de France? En tout cas au vu de ce qu'il démontre en ce moment, moi je dis oui. C'est 2 grosses épines dans le pied pour Didier Deschamps que sont Après, Benzema et exactement. Valbuena. Voilà, parce que Benzema, même quand il n'était pas sélectionnable, il était très performant. Oui. Valbuena, la question ne se posait pas parce qu'il était moins performant. Alors là, s'il redevient performant, ça va être compliqué de prendre une décision. En prendre un, bon, pourquoi pas. En prendre les deux, ça paraît compliqué, surtout au vu des résultats de l'équipe de France, qui était performante et séduisante. Oui, parce que c'est pas tant sur le niveau technique, parce qu'ils sont très bons tous les deux, mais c'est surtout sur les valises qu'ils ont avec eux. Ouais. C'est ça que le sélectionneur doit justement réfléchir à ça. Et moi, je pense que c'est pas une décision facile à prendre. Oui. Allez, on continue avec cette Ligue 1. On va vous donner le classement avant de vous donner la 19e journée. Avec Nice qui est premier avec 43 points, donc deuxième Monaco 39 points. Le troisième Paris Saint-Germain 36 points, donc il y a déjà 7 points entre Paris et Nice. Quatrième Lyon 31 points, cinquième Guingamp 29 et Marseille 6e. Marseille qui revient, qui n'était pas très bien ces dernières journées et là qui remonte, qui fait une belle remontée à la 6e place avec 27 points en bas de tableau. On retrouve 18e Dijon 16 points. 19e Nantes 16 points et 20e Lorient 15 points au rayon des buteurs. Edinson Cavani est à 17 buts, Alexandre Lacazette 12 et Falcao 10. Allez, on vous dit qu'il y aura une 19e journée, ce sera ce mercredi 21 décembre. Tous les matchs auront lieu à 20h50 avec Nancy qui se déplacera du côté de Saint-Étienne, Lille recevra Rennes. Angers se déplacera du côté de Lyon. Le Paris Saint-Germain recevra l'équipe de Lorient. Montpellier ira du côté de Nantes, qui espère encore engranger des victoires. Monaco, qui devra se reprendre, recevra Caen. Marseille ira du côté de Bastia, donc un match encore explosif. Bordeaux recevra cette équipe de Nice, donc le leader. Dijon recevra Toulouse et Guingamp ira du côté de Metz. C'est tout ce qu'on pouvait dire en tout cas pour la Ligue 1. On va passer directement à la Ligue 2 cette fois-ci. La Ligue 2. Allez, on va appeler Fanevin Andriatsima qui a accepté justement de répondre à notre invitation ce soir. Mais tout d'abord, on va vous parler de cette Ligue 2 avec pas mal de résultats. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit problème de téléphone? Non.
Non, non, ne me faites pas des. Alors, ne me faites Frédéric, pas des vérifiez peurs. les branchements du téléphone, juste. Allez, moi, pendant ce temps-là, je vais vous donner justement les résultats de cette 19e journée. Avec Strasbourg qui recevait Niort, 3 buts, qui recevait Niort, oui, et ça fait victoire de Strasbourg, 3-0. Des buts de Grimm à la 70e, Boutaïb 78e, et sur penalty, et Khalid Boutaïd à la 89e qui s'offre un doublé. Avec Clermont Foot également qui recevait Orléans mal en point dans ce championnat. Orléans qui s'est incliné face à Clermont 3-0, des buts de Mamadou Thiam 67e, Rémi Dugimon 86e et Dugimon qui signe un doublé en 4 minutes à la 90e également. Il y avait également Laval face à Amiens, 2 buts partout, avec l'ouverture du score pour El Hajam 24e. Et c'est Saint-Louis qui va égaliser pour cette équipe de Laval à la 67e minute de jeu. Et c'est Endai 80e et Tinan 81e qui lui va égaliser du côté d'Amiens. A noter que Le Havre face à Tours, c'est Tours qui est allé s'imposer du côté du Havre. Une surprise avec qui s'impose 2-0. Des buts de Maouche à la 3e minute de jeu et Denis Bouanga à la 30e minute de jeu. Brest recevait l'équipe de Bourg-en-Bresse-Péronas et ça a fait 0 partout. Avec Nîmes qui est allé s'imposer du côté de l'AC Ajaccio. Décidément, l'AC Ajaccio ne va pas bien en ce moment. Et Nîmes s'impose 2 buts à 1. Des buts de Rachid Alioui à la 28e et Savanier 86e sur penalty. Et Abergel à la 68e va réduire le score pour cette équipe d'Ajaccio. Mais finalement, ce sera trop tard. Et Auxerre-Valenciennes. Auxerre qui menait 1-0 avant que Valenciennes n'égalise par Niakate à la 57e minute de jeu. Un but partout. Eh bien, on va vous donner le classement. On va parler justement de Sochaux juste après. Sochaux qui s'impose 2-0 face au Red Star. Un but contre son camp de Castellato, 21e. Et Moussa Sao à la 50e minute de jeu, 2-0. Au classement, Brest est premier avec 35 points. Deuxième, Lens, 32 points. Troisième, Strasbourg, 32 points. Et 18e, Laval, 16 points. 16 points, oui. Et 19e, Auxerre, 16 points. Et 20e, Orléans, 15 petits points. Allez, on va parler de cette équipe justement du FC Sochaux-Montbéliard. C'est votre équipe, c'est notre équipe, c'est l'équipe qui est en forme en tout cas pour le moment. On a Faneva Andriatsima qui va arriver en ligne, mais d'abord je voudrais qu'on écoute, il est prêt. Allez, on va peut-être écouter les buts de Sochaux ou on commence l'interview avant. Allez, on écoute un peu les buts sochaliens. Allez, contre le Red Star, allez. But en faveur du FC Sochaux-Montbéliard contre le Red Star, Tony Masson. Quand ça veut pas, messieurs, ça ne veut pas. Et vous allez voir, il y a un corner rapidement joué. Moussa Sao dans un angle très fermé qui va marquer. Enfin, c'est plutôt le défenseur du Red Star qui va marquer. Peut-être Lloyd Palin, vraisemblablement. Ouais. Ah, ça, c'est vraiment typique, Robert, Anthony, d'une équipe qui n'a pas de réussite et qui galère en championnat. Oui, c'est très compliqué, effectivement. Plus en forme actuellement, les mots d'Albert Cartier, c'est Moussa Sao qui vient marquer. C'est dommage, on ne voit pas l'erreur. Jérôme Ergo, il n'attaque pas la balle. Et ça, c'est une grossière erreur derrière. Ça peine à se dégager. Il contrôle, il a le temps de fixer Geoffrey Lambert, lui mettre entre les jambes, vraisemblablement. Ça fait 2-0. Regardez, Robert. Ah, il attaque pas sa balle, c'est une grossière erreur. Incroyable. Ah, non seulement le ballon n'est peut-être pas attaqué, ensuite, pour moi, la passe non plus n'est pas extrêmement appuyée. Sur le centre, je crois que c'est qu'il a dévié aussi au passage. Vous voyez, comme quoi, quand tout ne va pas, tout s'enchaîne contre vous. Oh là là, entre les jambes, et puis après, terrible. à la frappe de Moussa Sao qui passe. Eh bien oui, c'était la victoire du FC Sochaux contre le Red Star. 2-0, vous avez retrouvé les buts. Eh bien on va retrouver tout de suite Faneva Andriatsima, le joueur de cette équipe du FC Sochaux-Montbéliard. Bonsoir Faneva. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. On s'est reposé un peu. Bah oui, un petit peu, c'est les vacances voici. Donc merci d'avoir accepté en tout cas de passer à l'antenne, de couper un petit peu dans tes vacances. Ouais, le plaisir est partagé. Écoute, on va essayer de récupérer un peu parce que quand même, on a fait un très bon premier championnat. Oui. Après, il reste encore une deuxième partie à faire. Ça va être très très costaud, mais bon, on va essayer de bien se reposer d'abord et
de bien reprendre après pendant les vacances. Alors oui, tu l'as rappelé, c'est vrai que c'est une belle semaine pour le FCSM, avec cette qualification contre l'OM et cette victoire contre le Red Star. Comment analyses-tu ces deux résultats? Ouais, moi je pense que moi je pense que c'est surtout notre victoire contre Tours qui nous a ramené cette dynamique-là, parce que c'est vrai, depuis que le match perdu match nul contre Brest, on s'est égalisé à la dernière minute, on était moins bien. Et du coup, on a eu le contraire, on a gagné dans les dernières minutes. Du coup, après cette victoire contre Tours, on a trouvé un peu cette dynamique qui fait que on a pu basculer deux victoires, enchaîner deux victoires de suite à Ajaccio et Amiens. Alors c'est vrai, moi je vais revenir sur le match contre Marseille et surtout le but. C'est vrai qu'avec l'égalisation sochalienne magnifique, fait de jeu à une touche de balle, on voit que les automatismes commencent à être bien présents dans cette équipe. Ouais, tout à fait ça. Après le match bonus contre Marseille, après c'est vrai que c'était en première mi-temps, on a fait une très bonne première mi-temps. Malheureusement, c'est eux qui ont ouvert le score, mais bon, on a pu revenir quelques minutes après. Mais si nous avons vu du match, peut-être on doit mener 2-1 ou peut-être 3-1, je sais pas. Mais bon, on a des occasions pour faire le break à la mi-temps. Mais bon, après en deuxième mi-temps, ils ont poussé un peu plus. On était dans le dur, mais bon, on a pu rester solide et on a pu faire le séance de tir au but et nous donne la victoire à la fin. Oui, alors puis on va revenir face au Red Star. C'est vrai que tu as eu une grosse occasion d'entrée face au Red Star, mais au final, l'ouverture du score était logique, même si c'est un but contre son camp, au vu de la maîtrise sochalienne. Ouais, tout à fait ça. Ouais, dès la première minute, j'ai eu une occasion. Après, j'étais un peu surpris en fait sur la passe. Du coup, j'ai fait un mauvais contrôle. Ouais, pas très mauvais contrôle, mais mon prise de balle était un peu plus loin. Et du coup, j'ai décidé de frapper fort parce que j'ai eu peur que le gardien il sort en ce moment-là. Il y aura un contact parce que mon contrôle n'était pas très très bon. Et du coup, j'ai décidé de frapper fort, mais bon, j'ai ouvert un peu mon pied. Et du coup, il est passé juste à quelques centimètres du poteau. Mais bon, après, c'est comme ça aussi, mais bon, après j'ai essayé de travailler tout ça, surtout d'abord bien reposer, de retravailler tout ça, parce que ça fait deux face à face que je rate. Il faut que j'arrive à mettre cette occasion-là, parce que c'est très important pour l'équipe, surtout dès la première minute. Oui, c'est vrai qu'avec un Moussa Sao qui a été très bon aussi sur ce match, avec un très bon ballon chippé sur le deuxième but par Franck Honora. Un petit mot sur l'attaquant sochalien, Moussa Sao. Ouais. Il est en confiance en ce moment. Oui, c'est vrai. C'est bien quand il y a des mecs qui prennent le relais comme ça, parce que c'est pas facile au début de saison. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui marquent. Là maintenant, c'est important quand il y a des mecs qui prennent le relais comme ça, parce que ça veut dire que on peut compter sur tout le monde. Et surtout aussi la montée en puissance de Franck, parce que ça fait quelques matchs qu'il fait des très bons matchs et il était décisif sur le match contre le Star. Il peut être encore plus décisif, je pense, mais bon, après il faut des trucs à régler. Moi, surtout les dernières passes, je pense qu'il faut surtout arriver à régler cette dernière passe et à être synchro avec la ligne d'attaque. C'est pas mal. C'est bien quand il y a des joueurs qui prennent relais comme ça. Alors c'est vrai que tu en as parlé tout à l'heure, c'est vrai que Sochaux avait bien débuté sa saison avant de connaître un coup de moins bien. Après ce match contre Brest, de partout, où Sochaux menait 2-0 et ce Brest est revenu en fin de partie. Alors cette rencontre, est-ce qu'elle a fait mal justement aux têtes sochaliennes selon toi? Et est-ce que c'était le contre-coup de la préparation aussi de cet été, ou ça n'avait rien à voir? Peut-être, si on va regarder leurs résultats, on peut dire oui. Mais moi je pense pas tant que ça, mais bon, vu leurs résultats, moi j'ai dit peut-être oui. Après, vu les circonstances aussi qu'on a eues après, 2 mois après, je pense qu'on a gagné en dernière minute contre Tours, vu que ce scénario-là nous permet d'enchaîner des victoires et des bonnes. Moi, je pense qu'on a fait une très fin de championnat première partie intéressant, parce qu'on a quand même sur 5 matchs, on a gagné 4. Et c'était pas mal. Mais bon, après, j'espère que toutes
tous ces points perdus-là, on va essayer de le travailler et surtout on va essayer de gérer tout ça en deuxième partie de championnat parce que c'est très important, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont concernées le haut de tableau. Et du coup, ça va être très difficile, ça va être encore un peu plus fermé. Et on va essayer de trouver cette solution-là pour que comment on va dire ça revient à notre faveur. Oui, c'est vrai que Sochaux a fini cette année sportive, en tout cas en boulet de canon, en engrangeant 4 victoires, dont celle du Gazélec à 10 contre 11, un nul contre Bourg-en-Bresse. Est-ce que la défaite justement à Pontarlier en Coupe de France, elle a servi de déclic justement? Parce que depuis, vous avez enchaîné. Oui, on peut dire ça aussi, parce que quand tu fais deux mauvais mois difficiles, après, ça terminait sur le défaite à Pontarlier à 2-0. C'était très dur pour nous. Après, on a réussi à tourner la balance en notre faveur contre le match contre Tours, c'est qu'on a gagné à la dernière minute. Du coup, ça a rebasculé de notre côté. Moi, j'espère qu'on va essayer de garder cette dynamique-là pour la suite, parce qu'on va avoir du lourd dès le début janvier jusqu'au fin février, je pense. On va voir de lourd, et il faut remobiliser tout le monde. Il faut essayer de trouver très très vite encore les automatismes, surtout d'essayer de jouer ensemble, surtout parce que moi je pense que c'est ça notre force jusqu'à maintenant. Il faut jouer ensemble, il faut rester collectif, parce que moi je pense depuis le début de saison, il y a peut-être, à part Flo Martin, il n'y a personne qui a marqué des buts individuels. Et moi je pense qu'il faut rester dans cet esprit-là, être collectif au service des autres pour qu'on continue à avancer. Oui, c'est vrai, puis Sochaux est bien placé pour le moment, hein, 5e à égalité de points avec plusieurs équipes à la seconde place. On sent qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a vraiment un véritable état d'esprit dans cette équipe. Ça va être important justement de le garder pour la seconde partie de saison, cet état d'esprit. Oui, tout à fait ça. Il faut garder cet esprit-là et il faut essayer encore de jouer ensemble, être bon collectivement et surtout travailler notre point faible, et surtout essayer de bien finir ce championnat-là. Même si on est juste à la première partie, il reste encore une mi-temps à faire, une mi-temps de marathon à faire. Bien sûr. J'espère qu'on va prendre peut-être le 12 points qui nous manquent pour se maintenir, et pourquoi pas après essayer de jouer le bonus jusqu'à la fin. Oui. Alors c'est vrai qu'à titre personnel, tu es à 9 buts, 3 à domicile et 6 à l'extérieur, 18 fois titulaire sur 18 et une passe décisive. Tu es satisfait de tes performances pour le moment? Oui, on peut dire ça, oui, mais bon, c'est ce que je vous avais dit au début de l'émission, que peut-être je peux encore marquer un peu plus et donner encore peut-être une ou deux passes de plus. Bon, pour l'instant, moi j'essaie de travailler tout ça. J'essaie de voir qu'est-ce qui me manque la première partie de saison, et d'essayer de travailler avec le copain, parce que moi, sans les copains, moi je pense j'existais pas. Et d'essayer surtout, moi je pense, c'est notre transition entre l'attaque et la défense qui est en train de se créer. Mais bon, à mon goût, on doit travailler beaucoup plus encore les centres, parce que on n'a pas beaucoup de buts sur des centres. Oui, et la preuve, c'est que notre meilleur passeur, c'est notre défenseur droit. Oui. Et à mon goût, il manque un peu ça encore. Mais bon, ça, c'est tous les staffs et tous les dirigeants, et nous, tous les joueurs, qui vont travailler ça. Si on veut aller jouer un peu plus haut, il faut voir des mecs décisifs. Oui. Ça fait partie des passes, et on doit travailler là-dessus. Alors c'est vrai que sur le terrain, par moment, moi je trouvais que tu étais un peu esselé en attaque, et je voulais savoir si tu étais plus à l'aise avec un attaquant à côté de toi, ou ça n'a peu d'importance, tu arrives à t'adapter au système de jeu qui est mis en place. Non, pour moi, peu importe. Je peux jouer avec un attaquant supplémentaire, je peux jouer aussi tout seul devant. Après, c'est le coach qui doit analyser ça. Moi je peux m'adapter à tout système de jeu. Après, c'est le coach qui doit décider si on doit jouer à deux, on doit jouer à un seul attaquant. Mais bon, moi, je peux aussi bien décrocher que prendre la profondeur, ou jouer tout seul devant au dos au jeu.
Après, c'est le coach qui décide de ça. Mais bon, pour l'instant, moi, je pense que c'est surtout cette transition entre l'attaque-défense qu'on doit beaucoup travailler plus. Et c'est surtout les centres parce que on n'a pas beaucoup marqué. Même la preuve, on n'a jamais marqué de la tête, je pense, cette année, sur des centres ou très peu, c'est vrai. Moi, je pense que c'est ça. On n'a jamais marqué sur un centre, peut-être au début de saison, mais maintenant, il nous connaît un peu l'adversaire. Du coup, Mika, il est un peu plus bloqué maintenant. Et du coup, on n'a pas beaucoup des centres. Peut-être on a des centres, mais il n'est pas fait au bon moment. Et du coup, ça donne rien parce que quand même, depuis un mois et demi, peut-être on a beaucoup centré, mais c'était pas au bon moment. Pour moi, c'était pas au bon moment où les centres ils sont pas donnés au bon endroit. Mais bon, ça c'est du travail quotidien. Il faut essayer de se synchroniser entre l'attaque et les milieux qui centrent. Alors c'est vrai que dès le retour, dès le mois de janvier, il y aura une grosse semaine pour Sochaux avec le match contre Monaco, comme tu as rappelé, et à Valenciennes également. Le coach, alors, est-ce que le coach, on sait qu'on est en période de fête, est-ce que le coach vous a donné un programme pour les fêtes? Oui, tout à fait ça. On a déjà un programme qui commence jeudi. D'accord. Et on a 10 séances, je crois, jusqu'au 2, parce qu'on va aller en stage directement dès qu'on arrive. C'est vrai. Et on a une séance, et après, surtout, il faut bien se reposer. Mais bon, après, on sait très bien que le plus important, c'est les mois de janvier et le février. Et il faut être bien au top, parce que sinon on va les regretter. Moi, je pense que c'est maintenant. Il y a beaucoup de joueurs, comme moi, par exemple, on n'a jamais joué de montée à cette cours de saison. Et moi, je pense qu'on va essayer de profiter à fond. Bon alors, si tu veux, pour cette interview, avant de cette interview, j'ai posé quelques questions sur Facebook et Twitter, justement pour que les auditeurs les auditrices et auditeurs posent leurs questions. Alors j'en ai une de Rova Le Kriller. Alors voilà ce qu'il demande. Faneva, qui est ton idole quel a été ton idole pour devenir footballeur? Est-ce que tu as eu une idole? Quand j'étais jeune, là, moi, ma génération, c'est l'équipe de France 98. Moi, en tant qu'attaquant, j'aime beaucoup David Trezeguet. J'aime ses déplacements. Même si on n'a pas les mêmes profils, mais bon, moi j'aime bien ses chances de déplacement, chances du but. Et c'était mon idole. Et j'adorais tout le temps voir c'est surtout ses finitions, ses déplacements au bon moment avec son par exemple, son fameux but contre l'Italie, avec son déplacement, on s'en rappelle. contre-appel. On s'en rappelle. Exact. Ouais, c'était magnifique. C'était magnifique. Alors j'ai une autre question aussi de Michel Rado. Alors il te demande si tu suis le championnat de Madagascar et quelle est l'équipe que tu préfères. Alors il m'en a cité quelques-unes, le FC Fosa, le Snaps Sport, LGco ou FC Zanakala. Voilà. Oui, je suis un peu parce que maintenant, il y a Facebook, il y a tous les réseaux sociaux et du coup, j'ai regardé un peu. Après, mon club préféré, en fait, j'ai un club formateur, en fait, qui était un AFC. Oui. Et je le suis un peu. Depuis quelques moments, ils n'étaient pas là, mais bon, en tout cas, je le souhaite que ce club, il redevienne comme avant. Et j'espère pour eux qu'ils vont être dans les 2 premiers l'année prochaine pour qu'ils puissent faire le Ligue des Champions africaine. Alors j'ai une autre question d'une auditrice, Nirina Manantena Rajenerson, qui te dit qu'elle te suit de loin et elle te demande combien tu as encore d'années au FCSM. J'ai signé 2 ans à l'FCSM et je vais être en fin de contrat d'ici 1 an et demi. Oui. Mais on verra pour la suite. Mais bon, on verra déjà comment on va se retrouver cette saison et on verra ça plus tard. Mais bon, j'ai signé 2 ans. Bon, là, j'ai une question de Théo qui, elle est... Bon, je sais pas si tu pourras répondre parce qu'elle est compliquée. Elle est compliquée pour tout le monde, en fait. Alors, voilà. Est-ce que Faneva est prêt à jouer l'an prochain avec le FCSM en Ligue 1? Voilà, c'était la question, mais bon, c'est une question, on la posera en fin de saison. Oui, après, c'est compliqué. Est-ce qu'on est en Ligue 1 l'année prochaine? J'espère. Ou est-ce qu'en Ligue 2? Ça, je sais pas. Je sais juste que j'ai encore 1 an de contrat à l'FC Sochaux l'année prochaine.
Je sais pas si on est en Ligue 1 ou on reste en Ligue 2. Oui. Je sais pas. Oui, c'est compliqué. Mais en tout cas, je suis encore sous contrat au club. Voilà, c'était une question très très compliquée. Nous, bien sûr, en tant que supporters, on souhaite tous. Justement, qu'est-ce que tu as pensé justement de l'ambiance à Bonal au niveau des supporters ces temps-ci là? On sent qu'il y a une véritable osmose entre eux et puis cette équipe sochalienne. Oui, tout à fait ça. Même si c'est vrai qu'il y a 3 mois, on était un peu dans le dur, mais Oui. ils étaient tous, ils nous soutiennent, ils venaient tout le temps au stade. Et ça nous motive de booster encore plus, de donner plus tous les matchs, même si c'est pas facile. On va essayer de le chercher à fond. Moi, je pense que le public sera très très important l'année prochaine, surtout à domicile, parce que si on gagne tout à domicile, je pense que l'année prochaine on a quelque chose à jouer. Et c'est surtout ça, moi je pense, parce que on n'a pas beaucoup gagné quand même à domicile cette année par rapport au match à l'extérieur, si on regarde un peu. Mais j'espère qu'on va trouver cet ingrédient qui fait que on va essayer d'être intraitable à domicile. Oui, c'est vrai qu'on sent une équipe sochalienne très costaud. Hein, c'est vrai, rien que le match contre le Gazélec, le match à Amiens également, amène aussi cette confiance. Oui, tout à fait ça. C'est toutes ces victoires-là qui amènent cette confiance. J'espère qu'on va retenir ça l'année prochaine, même si on va jouer contre Monaco le premier match de l'année. Oui. Mais bon, ça c'était un match bonus pour nous, pour nos supporters. On va jouer pour eux. Et surtout juste après cette coupe-là, et on va se concentrer sur le championnat. Mais c'est vrai, on a une petite série sur le gâteau, le premier match de l'année. Et on va tout donner pour les supporters pour que l'ambiance sera bonne en janvier, début janvier. Eh ben oui, en tout cas, on sera bien présent au Stade Bonal ce mardi 10 janvier contre Monaco. En tout cas, on te remercie infiniment d'être intervenu ce soir. On te souhaite de passer de joyeuses fêtes à toi et à toute ta famille. Et puis, on se retrouve en 2017. Merci beaucoup. Et moi aussi, je vous souhaite joyeux Noël 2016 et bonne année 2017. Et à très très vite. Et merci beaucoup. Bah de rien, merci bien. À bientôt. Et ben voilà, c'était Faneva Andria Tsima, auteur de 9 buts déjà en Ligue 2 cette saison. Voilà, un joueur simple qu'on adore du côté du Stade Bonal. Et puis justement, on parlait du Stade Bonal. Alors Fred, non Fred, tu n'étais pas là vendredi, tu as déserté. Moi j'ai suivi sur Binmax, alors donc c'est en compensation quoi. Bah oui, c'était un peu en compensation, mais c'est vrai qu'on a vu une belle équipe sochalienne qui a maîtrisé cette équipe du Red Star. Le Red Star qui n'est pas forcément en confiance pour le moment, donc c'est difficile aussi également pour eux. Justement, on peut revenir sur les statistiques un peu de cette Ligue 2 dont j'ai donné les résultats tout à l'heure. Il y a plusieurs choses à voir déjà. On peut parler du classement des buteurs pour le moment avec Nian du côté de Troyes et Rachid Alioui du côté de Nîmes qui sont à égalité parce que Alioui a marqué, donc il vient à 11 buts. Il y aura encore un match ce soir, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, entre le Stade de Reims et Troyes. Donc Nian peut passer en tête du classement des buteurs. En troisième position, on retrouve Neil Mopé de Brest avec 10 buts. On retrouve Karim Boutaïb du côté de Strasbourg avec 10 buts et avec 9 buts. Dona Endo, le joueur de Niort. Alors au rayon, on va dire des stats en première période, il y a eu 7 buts et en deuxième période de 15 buts. Donc les buts ont été marqués plus entre la 15e et la 30e minute de jeu. Et en seconde période, entre la 45e et la 60e, il y a eu 3 buts de marqués. Entre la 60 et 75e, 4 buts. Par contre, entre la 75e et 90e, un ratio de 8 buts. On va parler aussi des séries en cours pour le moment avec Strasbourg qui est à 4 victoires consécutives, dont 3 victoires consécutives à domicile, c'est de nouveau Strasbourg. 2 victoires consécutives à l'extérieur, ça c'est à mettre au crédit du FC Sochaux. 7 matchs sans défaite, c'est du côté de Bourg-en-Bresse. Ça va faire Bourg-en-Bresse, pardon, pas Embrasse, parce qu'Embrasse, ça voudrait dire qu'ils sont en ce moment en train de faire de la brasse à la piscine. Non, donc, pour le moment, ils vont bien. Ils vont mieux qu'en début de saison, en tous les cas, avec 7 matchs sans défaite. Et du côté, pareil, 3 matchs sans défaite à l'extérieur, c'est Amiens et Bourg-en-Bresse. Alors les 5 matchs sans victoire, c'est Le Havre. Le Havre qui n'est pas bien du tout en ce moment. Et
Va falloir appeler Alex, Fred. Je vois qu'il s'endort là. C'est la grippe sans doute. Hein. Il commence à s'endormir un petit peu, commence à piquer du nez. Il décède, ouais. Et alors on va continuer. Justement, deux défaites à domicile, c'est encore pour le Havre. Et 6 matchs sans victoire à domicile, c'est du côté du stade Lavallois. On espère en tout cas que Marco Simonet fera du bon travail. Alors les plus fortes progressions, les chutes au classement, par exemple Nîmes qui passe de la 12e place, ça c'est pour les progressions, à la 9e place. Le Tour FC qui passe de la 20e à la 17e. Et puis, on a de la 20e à la 17e, pardon, ça va mieux. Si je leur enlève des places, ils vont pas être contents du côté de Tours. Et Strasbourg de la 6e à la 3e place. Et au rayon des flops, on a Reims, mais Reims n'a pas encore joué. Hein. Reims jouera ce soir, donc ce classement pourrait être inversé. Reims qui passe de la 3e à la 6e place au vu des résultats de cette 19e journée. Et puis, on retrouve le Gazélec Ajaccio qui passe de la 10e à la 13e place. Et du côté de Niort, Niort passe de la 11e à la 9e place. C'est ce qu'on pouvait dire en tout cas sur la Ligue 2. Justement, on va accueillir Alex Pep. On va faire un petit décrochage avec le championnat de DH. On va parler un peu du SC Clémenceau, dont c'est la première saison. Alex Pep, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, comment ça va? Ça va et vous? Parfaitement bien. Très bien, ça va bien. Alors, on va parler un peu de ce championnat de DH, parce que on sait que le SC Clémenceau est promu cette saison. Ça a eu du mal à démarrer, mais là, vous êtes reparti sur peut-être pas les chapeaux de roue, mais vous êtes pas trop mal au classement en étant 5e. Ouais, on a eu, comme vous l'avez dit, on a eu du mal au démarrage avec 3 défaites sur les 4 premiers matchs. Ouais. Et puis, donc sur les 9 journées qui ont suivi, donc les 9 dernières journées des phases allées, on a 4 victoires et 5 matchs nuls, donc ce qui fait qu'on a fait un gros bond en avant et on est aujourd'hui à la 5e place. Donc pour une première partie de saison en DH, pour une équipe qui est doublement promue, double promue, dont je dirais que la moitié de l'effectif n'avait pas joué à ce niveau-là, c'est des débuts qui sont corrects, donc c'est bien. Il fallait du temps justement pour s'adapter à cette division honneur et LR2. Quelles sont les grandes différences? Disons que le jeu est quand même plus rapide, il y a des individualités qui sont plus fortes dans les équipes adverses. Et puis je dirais que collectivement, les équipes défendent mieux et attaquent mieux. Donc ce qui fait que il a fallu corriger certaines choses en début de saison pour se mettre au niveau. Et il a aussi fallu intégrer 5 ou 6 nouveaux joueurs qui sont aujourd'hui titulaires dans l'équipe. Donc c'est une équipe qui a été renouvelée à 40%, donc il a fallu intégrer ces nouveaux-là et se mettre au niveau. Donc ceci explique le début de saison délicat. Et puis maintenant, la mayonnaise a pris, on s'est mis au niveau, donc on commence à devenir petit à petit une équipe de DH. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est difficile. Hein. Quand il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, il faut trouver des automatismes et ça ne vient pas tout de suite. Hein. Il faut aussi quelques matchs pour que les joueurs se connaissent. C'est ça. Il y a des automatismes qui avaient été créés depuis 2 ans avec l'équipe qui avait fait la montée de LR3 en LR2 et puis de LR2 en DH. Et on sentait un petit peu que cette équipe-là commençait un petit peu à battre de l'aile, notamment en fin de saison dernière. Donc il a fallu régénérer l'effectif et puis rafraîchir un petit peu l'équipe. Et donc intégrer des nouveaux, ça demande du temps. Ça ne peut pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Donc on a travaillé et puis on a mis 2 mois et demi pour faire prendre la mayonnaise et puis aujourd'hui on est sur les bons rails. Voilà. Alors le dernier match c'est contre l'ASM Belfort, hein, c'est ça, je me trompe pas? Non, c'était contre Saint-Vite à domicile. Ah oui, c'était le match d'avant, d'accord. Contre Saint-Vite à domicile, c'est vrai. Et là à la rentrée, donc dans cette division honneur, quelle est l'équipe qui vous a, même là vous avez toutes joué pratiquement, hein, quelle est l'équipe qui vous a fait la plus grosse impression? Moi je sais qu'il y a quelques semaines je suis allé voir du côté de Pontarlier quand ils présentaient justement le maillot de Coupe de France, il y avait Pontarlier Brèche-Jura et j'avais trouvé Pontarlier qui est premier actuellement, j'avais trouvé une belle équipe, vraiment une belle équipe de Pontarlier. Ouais, Pontarlier c'est une équipe qui est assez solide. Et puis qui peut bénéficier de joueurs qui redescendent de CFA2, donc ça renforce toujours pas mal les choses. Mais moi, l'équipe qui m'a le plus emballé sur la première partie de saison, c'est Jura Delois, qui est première au classement. Et c'est l'équipe qui a collectivement le jeu le plus fluide et
le plus agréable à voir et puis qui a également de très bonnes individualités. Voilà, donc sur la première partie de saison, les Juradois, ils méritent leur place. Il n'y a pas photo. Ouais. C'est vrai que c'est une belle équipe jurassienne qui fait de très bons résultats. Bah justement, on parlait de Pontarlier, ça sera le match de la reprise pour le Clémenceau-Besançon, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, on reprend le 12 février à Pontarlier. Ouais. C'est ça, le 12 février. C'est ça, si le temps le permet. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il peut. Oui, c'est encore au mois de février, il peut encore de la neige du côté de. Oui, du côté de Houlou. Alors justement, comment vous faites pour combler la période, parce que c'est une période quand même qui est assez longue entre la fin du championnat et le début de la seconde partie. Comment ça se passe justement du côté du SC Clémenceau? C'est une période qui est vraiment très compliquée à gérer parce que là, nous, on a arrêté la saison donc il y a une semaine maintenant où on commençait que l'équipe était en tournée à plein régime. Ouais. Et d'un seul coup, comme ça, on doit couper pendant un mois. Donc déjà, il y a repos un mois parce qu'on ne va pas entraîner les joueurs pendant les fêtes alors qu'il n'y a plus de match. Bien sûr. Et on va repartir on va reprendre l'entraînement le 9 janvier. Sachant qu'on reprendra le championnat le 12 février, donc on va quasiment refaire une préparation, reprendre à zéro sur le plan foncier, physique, et refaire quasiment une préparation pour attaquer le championnat. Donc c'est vraiment 2 saisons en une, quoi. Donc c'est un peu ça qui est dommage parce que pour ceux qui sont qui étaient dans une mauvaise période, ça permet de couper et puis repartir sur des bonnes bases, donc c'est pas mal. Par contre, pour les équipes qui étaient dans une bonne dynamique, c'est un petit peu dommageable et donc pour nous c'est un petit peu problématique, mais il faut faire avec les aléas du calendrier, c'est comme ça. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on disait justement avec Fanny Vandretsima qu'on a reçu juste avant. Justement, il nous disait il va falloir qu'on reparte sur une nouvelle, pas une nouvelle saison, mais je veux dire, si, c'est un peu comme une nouvelle saison et c'est jamais simple, surtout que Sochaux, un peu comme le Clémenceau, est parti sur des victoires et c'est pas simple de remettre en fait la machine en marche. Ouais, c'est sûr. Bon, après, la petite différence, c'est qu'ils vont couper. Ils ont encore un match ou ils sont en trêve depuis. Ça y est, ils sont en trêve. Depuis vendredi soir, le championnat est terminé. Pour eux, en tout cas. Puis, ils sont éliminés en coupe, donc ils auront une trêve qui est un peu plus longue oui, que tout à fait. Tout à fait. Donc c'est problématique. Et puis, bon, disons qu'en plus, en Franche-Comté, les conditions climatiques ne sont pas évidentes en janvier, donc il faut faire avec, et encore plus pour nous les amateurs. Parce que... justement, c'était ma question. Où c'est que vous vous entraînez quand par exemple il y a de la neige ou des choses comme ça? Comment ça se passe exactement? On est contraint d'aller courir ou de faire des choses dans les gymnases. Si on peut avoir un gymnase à disposition, mais c'est jamais évident. D'accord. Donc voilà, et puis bon, le soir à 19h, c'est pas forcément évident de s'entraîner. Non, c'est sûr. Sur 0 degré ou des températures négatives, c'est pas toujours facile, quoi. C'est une période qui est vraiment pas évidente pour les footballeurs amateurs, vraiment pas. Ouais, c'est sûr que c'est pas simple de trouver des endroits. En plus, il y a pas mal d'équipes aussi sur Besançon. Je pense que ça doit encore plus compliquer la tâche. C'est ça, exactement ça. Eh ben, merci Alexandre Pep pour nous avoir parlé du SC Clémenceau. J'espère venir voir un match bientôt, mais c'était compliqué depuis le début de saison. C'est pas forcément simple. Mais je viendrai voir bien sûr le SC Clémenceau du côté du stade du Rosemont. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, bonne fête de fin d'année. Et puis merci vous aussi Frédéric, et puis à toute l'équipe également. Un petit bonjour à Guillaume Sautet. Oui, il doit nous écouter en ce moment. Il doit nous écouter. Je pense que vous lui passerez le bonjour et ça marche. Passez une bonne fête et puis on se reverra en 2017. Exactement. Bonne soirée à vous et à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Eh ben oui, c'est Alexandre Pep, l'entraîneur du SC Clémenceau, qui fait pour le moment une belle saison. On est en 5e avec 33 points. On va y arriver. Et ben maintenant, on va s'intéresser à d'autres choses. Il y avait aussi le championnat du national avec justement Belfort. On va justement écouter un peu la réaction de Maurice Goldman et de Guillaume Arizi. Je crois qu'il y a un petit résumé du match. Je sais plus trop si c'était le résumé ou pas. Je pense non, il n'y a peut-être pas un petit résumé. Il y a peut-être juste justement, on va écouter Maurice Goldman et Guillaume Arizi, le défenseur et capitaine. Qu'est-ce que je vous dis, on est avant-dernier, on a notre place quand on voit la prestation qu'on a fait. On n'a aucun tir au but, aucune occasion. Donc c'est vrai qu'en première mi-temps, c'était une purge, il y a 0-0. En deuxième mi-temps, ils nous ont pressé un tout petit peu, ils ont marqué, puis dès qu'on a marqué, il n'y a plus rien. Mais bon, c'est une victoire logique du Paris FC. Si on est avant-dernier, c'est qu'on a ce qu'on mérite. Là, ce soir, ça a été catastrophique.
J'arrive pas à comprendre, on fait des prestations à domicile lamentables, alors qu'à l'extérieur, c'est pas du tout la même équipe. Donc voilà, il n'y a pas trop à discuter, on est tombé sur plus fort que nous. Et nous, on est d'une faiblesse incroyable. Mais quand vous êtes de relégable, tous les matchs importants, on est relégable depuis le début de saison. Donc tous les matchs, mais bon, là, il faut qu'on trouve une solution à domicile. C'est impensable de jouer comme ça. Je ne reconnais pas mon équipe, on est catastrophique. Des gars se battent pas, et des erreurs techniques, Donc là, on a pris un gros coup, mais bon, ça m'inquiète pas plus que ça. On va finir l'année comme on peut. Début de saison catastrophique. Je pense que les fêtes vont nous faire du bien, puis on repartira sur d'autres bases à la rentrée, et ça va tourner, c'est pas possible. Mais là, ce soir, j'ai absolument rien à dire. On a tombé sur plus fort que nous, mais on les a bien aidés tellement on a été faibles. Mais bon, voilà. Là, je suis sonné comme mes joueurs, mais je me dis qu'il reste quand même pas mal de matchs. Et si on est des hommes, comme on dit, on va pouvoir s'en sortir. Là, ils sont tous abattus. Pour une fois, je les ai pas dézingués parce que c'est pas le moment. Et je pense que on va ressouder tout ça. J'espère qu'on va aller faire un résultat à Marseille-Consola. Et il nous reste quand même tous les matchs retour pour s'en sortir. On sait que c'est une saison galère, on sait que ça va être difficile. Bon, c'est pas la première fois qu'un promu a des difficultés, mais nous, c'est plus que des difficultés. Hein. Quand on voit le match qu'on a fait ce soir, on a rien à faire en national. Mais heureusement, quand on nous voit à l'extérieur, on se dit qu'est-ce que fait Belfort si bas. Mais bon, on est si bas à cause des prestations qu'on fait à domicile, on le sait. Pour l'instant, j'ai pas trouvé la solution. Les joueurs, on essaye de voir, mais bon, il y a un gros problème quand même. C'est pas possible de faire des prestations comme ça. Même une passe à 3 mètres, on peut pas la faire. Les duels, on n'y est pas. Dès qu'on prend un but, on baisse la tête. Donc il y a un gros problème à Serzian. Alors que l'année dernière, en début de saison, on gagnait tout chez nous. Mais bon, c'est ça le foot. Hein. Donc l'entraîneur, si je suis un bon entraîneur, on va voir comment on sort de cette crise. Parce que c'est un peu la crise quand même. Il faut redonner le moral aux troupes. Moi j'attends qu'une chose, c'est bien finalement qu'on joue mercredi parce qu'on a très peu de temps pour Gambergy. Dès demain on va s'entraîner et on va essayer de préparer le mieux possible le match de Marseille-Consola. Voilà. Mais vivement les fêtes quand même parce qu'il y a beaucoup de mes joueurs qui sont au bout du rouleau dans la tête. Oui, encore une défaite à Serzian, on n'arrive pas à reproduire ce qu'on fait à l'extérieur. Une grosse déception ce soir, maintenant on est un groupe, c'est ensemble qu'on va s'en sortir. Et on va essayer d'aller chercher un résultat à Marseille, on n'a pas le choix. Dès demain, on va se mettre dans le match de Marseille et on n'a pas le choix. On va aller chercher, il nous faut une victoire, absolument maintenant. Je ne sais pas ce que les autres équipes ont fait ce soir. Et pour raccrocher le bon wagon, il faut les 3 points. Eh bien oui, il faut les 3 points. C'est compliqué pour cette équipe de Belfort hein, qui pour le moment n'est pas très bien en championnat hein, en occupant la 15e place. On va vous donner les résultats de la 16e journée en national. Quevilly-Béziers, un but partout. Lyon-Duchère a battu Chambly 2-0. Les Herbiers et Dunkerque 1-0. Concarneau-Épinal 1 partout. Le CA Bastia 2-0 face à Sedan. Le Paris FC, comme on l'a entendu, s'est imposé du côté de Belfort 2-0. Créteil, l'US Avranches 2 partout. Et le Pau FC, mercredi, avait fait match nul 1 partout contre Châteauroux. Et Consola Marseille, prochain adversaire des hommes de Maurice Goldman, justement, a battu le leader Boulogne-sur-Mer 2-1. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais bon, sur un match, tout peut arriver. Au classement, on retrouve Boulogne-sur-Mer, premier, 28 points. Concarneau, deuxième, 28 points également. Troisième, Dunkerque, 25 points. En fin de classement, on retrouve 15e, Épinal, 17 points. 16e, le Paris FC, 17 points. 17e, Belfort, 15 points. Et 18e, Sedan, avec 10 points. Il y aura une journée cette semaine, ce mercredi 21 décembre. Ce sera la 17e journée. Avec, on va retrouver Châteauroux, Lyon-Duchère à 18h. Ensuite, on a Concarneau, l'US Avranches à 19h. Et ensuite, tous les matchs auront lieu auront lieu à 20h. Et ce sera Sedan qui recevra Créteil. Le CA Bastia recevra le Paris FC, justement. Non, le Paris FC recevra le CA Bastia. On va remettre tout dans l'ordre. Béziers recevra Boulogne-sur-Mer. Pau FC se déplacera du côté d'Épinal. Consola Marseille, justement, recevra cette équipe de Belfort. On espère que les Belfortins finiront l'année, en tout cas, avec une victoire. Chambly recevra les Herbiers à 20h et Dunkerque recevra Quevilly. Alors, qu'est-ce qui se passe, Fred, là? Je te vois faire des signes. On a perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'on a perdu? Ah, tu prends un efferalgan, c'est ça, non? Tu prends un efferalgan, t'es pas bien, là. Hein? On sent l'homme au bord du gouffre. Ah, tu as perdu le numéro d'Alexis? On va lui redemander son numéro. Il n'y a pas de souci.
il va nous le redonner. Mais il faut que tu viennes t'asseoir à ta place pour qu'on puisse te donner le numéro. Et justement, on va parler de la chronique d'Alexis, des matchs. Allez, regarde, il est là le numéro. Il est ici, devant tes yeux. Regarde. Il voit plus rien. Mais il voit plus rien. Il voit plus La rien. maladie, hein, la maladie. Il a 45 de fièvre, là. Il est torse nu, là. Il lui manque plus que le mégaphone. Et, Ça fume, là, sur on va le pouvoir torse, hein. on va pouvoir l'emmener au Stade Bonal. Il va monter sur le grillage, hurler comme font la tribune nord, pousser cette équipe sochalienne. D'ailleurs, j'avais une info à vous donner sur justement une petite info mercato. Apparemment, le FC Sochaux serait sur la piste d'un attaquant, sans doute un prêt. Il négocierait actuellement le prêt d'un attaquant évoluant en Allemagne du côté de Schalke 04 en Bundesliga. Ça serait, je vais essayer de le prononcer, c'est pas évident, Denis Avidiyaj, voilà. Bon, moi je le prononce comme ça, je suis pas certain que ce soit la bonne prononciation. Il est âgé de 20 ans, il ne joue pas beaucoup du côté de Schalke. Il a été 2 saisons en prêt au Sturm Graz en Autriche. Il avait joué 17 matchs, 6 buts en 2014-2015 et 25 matchs, 3 buts en 2015-2016. Un match de Ligue Europa, 1 but. Donc on va voir en tout cas s'il viendra du côté du FC Sochaux-Montbéliard. Oui, ça y est, on a retrouvé Alexis. On avait perdu le numéro, il y a quelqu'un qui nous a rangé la fiche. Et la fiche a disparu. Alexis, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, et vous? Ça va. Moi, ça va bien. Mes 2 collègues, un peu moins. Ah. Ils sont avachis, je crois qu'ils vont commencer à s'endormir, là. C'est pas contagieux par la radio, t'inquiète pas. J'espère. Je vais vite me sauver après l'émission pour pas justement choper les microbes. Allez, on va parler justement de la jeunesse du FCSM. Après une défaite sur le terrain de Créteil 1-0, alors les Sochaliens se déplaçaient à Sainte-Geneviève, que je connais bien, c'est du côté de l'Essonne, qui est 2e du groupe derrière Pontarlier, qu'ils ont réalisé justement une grosse performance, nos Sochaliens en CFA 2. Eh bien non, on n'a pas réussi à stopper l'invincibilité à domicile de cette équipe, avec une défaite 3-1. Pour ce match, on avait un 11 avec au ballon au cage, une défense avec Keyubi à droite, pendant à gauche, Senadji et Konaté en charnière centrale, Senadji le capitaine suite à l'absence de Sofiane Dam suspendu, et un milieu à 3 avec Zepeki qui remplaçait Dam, Ruiz et Actas, et devant les ailiers Guirassi et Thuram qui étaient de retour après une semaine où il n'a pas joué avec les pros suite à une grippe, et là se met en attaquant de pointe. Donc le contenu du match, c'est Sainte-Geneviève qui a ouvert le score à la 25e minute de jeu. Une ouverture du score logique avec une très belle frappe petit filet opposé, imparable pour au ballon. Et cette équipe de Sainte-Geneviève va même inscrire le but du break avant la mi-temps, à la 40e minute sur un magnifique mouvement collectif, un 1-2, conclu et donc transformé. Donc un score qui reflète la première mi-temps du match, puisque du côté sochalien, on a manqué de justesse et de précision pour espérer se procurer des occasions franches et inscrire des buts dans cette première mi-temps. Au retour des vestiaires et après un discours de Omar Daf qui était assez furieux suite à la mauvaise première mi-temps des Sochaliens, c'est quand même Sainte-Geneviève qui, en confiance, va être tout proche de plier le match avec un 3e but. Mais leur manque de précision va permettre aux Sochaliens de relancer le match avec sur la première véritable grosse occasion des Sochaliens, une réduction du score de Thuram sur un ballon dévié par Jean Ruiz, justement. Donc l'apport des professionnels qui s'est ressenti sur ce but. 3e but cette saison pour Marcus Thuram à signaler. Et donc un Sochaux très timide qui va néanmoins se procurer des dernières occasions avec notamment un corner à 3 minutes de la fin, tout proche d'apporter l'égalisation aux Sochaliens, mais hélas c'est le scénario inverse qui va se produire avec le but du break pour Sainte-Geneviève sur même la dernière accélération de ce match. Sainte-Geneviève va obtenir un penalty totalement mérité, et donc un penalty transformé qui va porter le score à 3-1. Et on était à la dernière minute de jeu, donc le match est terminé sur ce penalty. Et donc au classement, après cette défaite, les Sochaliens sont 7e
avec du retard sur Pontarlier, 11 points. Donc Pontarlier est premier comme tu l'as dit. Et même un écart qui s'est creusé avec Sainte-Geneviève qui passe maintenant à 9 points d'avance. Et Sainte-Geneviève est toujours deuxième. Bah oui, alors c'est vrai que justement, est-ce que tu peux nous faire un point sur les U19, U17 et U15 ? Est-ce qu'ils ont la chance d'être déjà en vacances ? Eh bien oui, ils sont déjà en vacances justement. Donc pour parler rapidement de ces trois équipes, les U19, ils sont troisième avec 32 points et à égalité de points avec le deuxième Nancy. Donc c'est un bon début de saison, même si l'équipe aurait pu faire mieux puisqu'on a perdu quelques points assez bêtement, on va dire, sur des fins de match ou sur des petites erreurs. Mais néanmoins, c'est une équipe qui est très jeune avec beaucoup de première année. Donc cette place de deuxième est très bien. Après, il est vrai que devant, on retrouve la J-Auxerre qui est un leader très costaud et qui a 9 points d'avance sur Nancy et Sochaux, justement. Donc, pour parler stats, les U19 Sochaliens ont gagné 9 matchs, réalisé 5 matchs nuls et perdu 2 matchs. Donc, c'est intéressant de signaler que c'est la deuxième équipe qui a perdu le moins de matchs au classement et donc la troisième équipe qui en a gagné le plus. En termes d'attaque, nous sommes quatrième avec 28 buts marqués. Et en termes de défense, troisième avec 14 buts encaissés. Donc une différence de but de plus 14. Et pour parler du classement des buteurs dans notre équipe, Brian Lasme est le meilleur buteur du groupe avec 6 réalisations. Donc Brian Lasme qui confirme ses très bonnes performances puisqu'il était déjà meilleur buteur du groupe sur la fin de saison dernière dans cette catégorie. Et donc il a été logiquement récompensé par des appels dans le groupe pro. Et il s'entraîne régulièrement avec le groupe pro. Il est suivi par Luther Archimède, donc une recrue externe qui a inscrit 4 buts ce début de saison. Et enfin, Johan Septier complète le podium avec 3 buts cette saison. Pour parler du U17, les U17 sont premiers avec 39 points. Donc premier tout groupe confondu en France. Donc c'est eux qui ont le plus grand nombre de points. Donc c'est vraiment une très grosse performance des hommes de Michael Vallée. Donc ils ont gagné les 13 matchs et ils en ont perdu un seul. Donc ils ont perdu le match contre le FC Metz sur un penalty qui plus est. Donc c'est logiquement l'équipe qui a perdu le moins de matchs et qui en a gagné le plus. En termes d'attaque, c'est la meilleure attaque, 47 buts marqués. Et la deuxième meilleure défense avec 9 buts encaissés. Une différence de but de plus 38, donc la meilleure différence de but du classement. Et pour parler des buteurs, on a Jordan D'Ambrosio qui est le meilleur buteur avec 19 buts. Grosse performance de Jordan D'Ambrosio qui confirme son excellente année l'année dernière puisqu'il était également meilleur buteur en U17 alors que c'était en première année. Jazoug qui est une recrue externe est deuxième meilleur buteur avec 9 buts et Tony Le Sueur troisième avec 4 buts. Puis enfin on va conclure avec les U15. Donc les U15 toujours invaincus, premier avec 42 points. Pour parler des matchs, on a 10 matchs remportés par nos U15 et un match nul. C'est donc également l'équipe qui a le plus gagné de matchs et le moins perdu de matchs dans ce groupe, et même, je pense, tout groupe confondu. On a la meilleure attaque largement avec 48 buts. Je crois qu'on a d'ailleurs 10 buts de plus que la deuxième meilleure attaque. Et on a la deuxième meilleure défense avec 10 buts encaissés. Une différence de but également impressionnante de plus 38. Et pour parler des buteurs, on a Jason Pélissard qui confirme tout le talent que beaucoup de gens voyaient l'année dernière, avec 10 buts, et les deux recrues externes offensives qui vont compléter le podium avec Wiltord Antonio qui a 9 buts et Noam Mpemba 8 buts. Donc pour conclure, on constate qu'on a des équipes assez bien classées puisque les U19 sont deuxièmes et les deux autres catégories premiers, alors qu'on a des groupes très jeunes et souvent avec beaucoup de joueurs surclassés. Et en termes de performance individuelle, on a des joueurs qui confirment, avec notamment, pour exemple, les classements des buteurs, avec les joueurs qui se retrouvent premiers, c'était des joueurs qui étaient déjà premiers l'année dernière, et des recrues externes qui apportent, avec, je pense à Luther Archimède, Wiltord Antonio, Noam Mpemba, et pour parler hors joueur offensif, je pense à Maxime Roanol, qui a été très intéressant au CAJ cette saison, et d'autres joueurs, ou même d'autres promotions internes, comme Lucien Adonc ou Rassoul Ndiaye, en U17 qui a 14 ans arrive à s'imposer avec titulaire indiscutable. Donc c'est vraiment très encourageant. Et on espère que 2007 confirmera
confirmera cela et apportera même, pourquoi pas, des titres au palmarès des jeunes Sochaliens qui sont bien partis, notamment je pense aux U15 et aux U17 qui sont toujours premiers et qui ont de la marche sur le deuxième. Bah oui, on espère. En tout cas, c'est l'avenir du FCSM aussi que représentent tous ces jeunes joueurs. Et on espère, oui, qu'ils confirmeront, comme tu l'as rappelé, en 2017, toutes les belles performances en tous les cas. Eh bien, on se retrouve en 2017. Je te souhaite passer de joyeuses fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve peut-être le 9 janvier. On verra, on ne sait pas. On n'a pas encore fixé la date de reprise de l'émission. Et vous serez bien sûr informés. Et tu en seras bien évidemment informé également. Eh ben, bonne soirée à toi. Avec plaisir. Et de bonnes fêtes de fin d'année à toute l'équipe et à tous les auditeurs. Eh ben, merci bien. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Et ben voilà, c'était Alexis justement qui revenait sur justement les rencontres de nos jeunes joueurs du FCSM. Et ben je vais vous donner quelques petites infos en région également. Avec ce jeudi 15 décembre à midi, il a eu lieu le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France féminine au siège de la Fédération française, c'est du côté de Paris. Alors le tirage a été effectué par quelqu'un qu'on connaît bien du côté de Sochaux, un ancien entraîneur. Si je te dis ancien entraîneur, Fred, tu me dis tout de suite, ça doit venir tout de suite. Voilà, Olivier Chouafny, le sélectionneur de l'équipe de France féminine, et accompagné de Jean-Yves Fustel, qui est le chef de la délégation des U20 féminines qui ont été finalistes du mondial 2016. Alors il y a 2 équipes en Franche-Comté qui sont en lice dans ce groupe D, l'US Saint-Vite et l'ASM Belfort. Alors l'ASM Belfort ira du côté du FC Daumont, ça doit être en région parisienne si je ne me trompe pas, dans le 95, j'ai été par là-bas, donc il me semble qu'il y avait un Daumont. Alors je vais voir si c'est bien ça ou pas, les auditrices et auditeurs me contrediront si je dis des bêtises. Et l'US... Je crois qu'il y a un Beaumont-sur-Oise, il me semble. C'est Daumont là. Daumont, mais je crois qu'il y a un Daumont aussi, je regarderai. Et l'US Saint-Vite... les filles de l'US Saint-Vite se rendront du côté du CS Mars Bischheim. Donc on souhaite à nos 2 équipes franc-comtoises en tout cas de passer ce tour des 32e de finale et on ira sans doute les voir jouer. Pourquoi pas, oui. Tiens, oui, allez, pourquoi pas. Allez, il y avait un match de CFA dans le groupe C, ça concernait Jura Sud qui recevait la réserve d'Auxerre et c'est Jura Sud qui s'impose 2-0 pour le moment. Jura Sud est 10e avec 14 points. On va parler justement de la CFA2, on va revenir sur le groupe E où sont engagées nos équipes franc-comtoises. Il y avait déjà eu un match le samedi 3 décembre entre Noisy et la réserve de Troyes. C'est Noisy qui s'était imposé 2-1. Pontarlier recevait Solonger. Pontarlier qui pouvait encore garder la tête justement du groupe. Et Pontarlier s'est imposé 1-0. Un but de Dabakoli à la 23e minute de jeu. Le match entre Ornon et Créteil a été reporté à une date ultérieure. Sénart-Moissy, ça fait pas forcément les affaires de nos 2 équipes de la capitale comtoise, est allé s'imposer du côté d'Ivry 4-2. La réserve de Dijon et Guignon ont fait 0 partout. Le Racing Besançon et le Besançon FC, on se réjouissait déjà de voir ce derby dans la capitale comtoise et a été reporté à une date ultérieure. Sachant qu'ils s'affrontent 3 fois cette saison, 2 en championnat, 1 en Coupe de Franche-Comté aussi. Oui, donc ça va être compliqué. Et qui a été reporté 3 fois la saison dernière. Oui, c'est ce que j'allais dire. La saison dernière, elle a déjà été repoussée 3 fois. On se rappelle, ça nous avait causé quelques soucis ici à l'antenne. Avec Sainte-Geneviève, justement, comme l'a rappelé justement Alexis, qui avait battu la réserve de Sochaux, 3-1. Au classement, on retrouve Pontarlier premier avec 28 points, deuxième Sainte-Geneviève 26 points, troisième Noisy 20 points. En ce qui concerne les équipes franc-comtoises, comme on l'a dit avec Alexis, Sochaux est 7e avec 17 points. Ornans avec un match en moins et 12e avec 10 points. 13e le Racing Besançon 9 points avec un match en moins. Et 4e le Besançon Football Club avec 14e. Et 14e le Besançon Football Club, on va reprendre les choses, avec 4 points et un match en moins. En DH, on en a parlé tout à l'heure avec justement Alexandre Pep, mais il y avait quelques matchs en retard entre Jura d'Aulois et Roche-Nouvillard, ça avait fait 0 partout. Grand-Villard est allé s'imposer du côté de Champagnole 1-0. Et Brest-Jura PSB a été reporté. Au classement, on retrouve Pontarlier premier avec 39 points, Jura d'Aulois premier avec 38 points, Saint-Vite 3e 35 points. Et en bas de classement, Levier et Baume-les-Dames sont 12e et 13e avec 24 points. Et Brest-Jura Foot est 14e avec 22 points. Allez, on va parler d'un petit mot de la lutte. Je ne sais pas si vous avez vu cette information ce samedi à Soissons en Picardie. Le CPB, le club pugilistique bisontin,
a battu Sarreguemines en finale du championnat de France par équipe sur le score de 8-4. Alors c'était le même adversaire qu'en 2015 et un petit peu le même scénario entre les deux équipes. Alors, les Byzantins conservent donc leur titre. Alors est-ce que vous savez combien de fois le CPB a justement remporté ce titre de champion de France, parce que c'était quand même assez exceptionnel. Au hasard, 3 fois. Eh oui, 3 fois. Je l'ai dit ce matin dans la matinale. Oui, c'est ça. C'est la 3e année consécutive que le club est champion de France, un club qui peut compter sur un collectif qui fonctionne bien. Alors ensuite, les lutteurs byzantins, ils ont repris la route et sont arrivés au petit matin à Besançon. Donc on va vous donner le classement première division 2016. Premier Besançon, 2e Sarreguemines, 3e Sotteville-les-Rouen. Mais aussi chez les féminines, où Besançon a fini 2e derrière le premier Bagnolet. Donc on peut dire bravo au CPB qui réalise en tout cas une superbe saison. Allez, on va terminer cette émission avec du handball, parce qu'on avait quand même 2 Byzantines engagées du côté de l'Euro qui se passait du côté de la Suède, avec Amanda Kolczynski, l'ailière de l'ESBF, mais aussi Laura Gloser, qu'on a connue aussi du côté de l'ESBF, qui maintenant fait les beaux jours du côté de Metz. Alors la France a terminé 3e de l'Euro féminin en battant dimanche à Göteborg le Danemark 25-22. Alors 4 mois après l'argent olympique, première médaille du hand féminin tricolore, les Bleus ont remporté le bronze européen. C'était, comme j'ai dit, à Göteborg ce dimanche. Alors bon, c'est vrai que le Danemark n'a plus vraiment son lustre d'antan. Pourtant, ils ont été triple championne olympique en 96, 2000 et 2004. Mais bon, ça demeure tout de même une formation assez solide. Elles n'ont jamais lâché devant la sélection tricolore, qui a cultivé souvent l'art de se faire peur. Comme la question qui a été posée à Estelle Enze Minko à la fin du match. Vous avez eu peur? Pas nous, même si on a quand même eu un petit peu peur. Et voilà ce qu'elle disait. Je voyais que les Danoises n'étaient pas sereines. Elles perdaient trop de ballons. Nous, on était bien en place. A ajouté justement la demi-centre qui va partir à l'étranger du côté de Sofiok en Hongrie. Alors, elle termine meilleure marqueuse française avec 5 buts sur l'ensemble du tournoi. Justement, on va écouter la réaction, le résumé du match commenté par quelqu'un qu'on connaît bien aussi du côté de Besançon. Finalement, le SBF a produit tellement de championnes qu'on les retrouve partout. C'était au commentaire, on a retrouvé Valérie Nicolas. C'était chez nos confrères de beIN Sport. Et on va retrouver aussi la réaction d'Olivier Crumbles et puis de Estelle Enze Minko en fin de partie. Cette défense, elle est toujours très étagée. Ouais, l'hésitation d'Alexandra Lacrabert qui coûte cher. Le marché derrière la contre-attaque avec Maria Fisker qui va plus vite que la défense. Et Laura Gloser qui gagne son duel. Alors on va voir cette première feinte et regardez, elle n'a pas plongé dans cette feinte, elle a bien suivi le tir, le bras de Maria Fisker. Oh qu'il est beau, il est juste magnifique. Bon, Laura, c'est extraordinaire. Allez, il faut tenir en défense pour repousser cette équipe danoise qui met la pression, qui est dangereuse depuis l'entame de cette seconde période. Avec la tentative de Grigol et quel contre magnifique ce bloc, cette bâche même de Béatrice Edwige. Ouais, derrière qui contrôle Grigel. Le bras est levé. Attention au jeu passif, et c'est Tramborg. Ouais, ça vient passer. Elles trouvent plus vite des solutions, ces Danoises qui sont inspirées dans ce deuxième acte et elles n'ont plus qu'un but de retard. De l'autre côté aussi, Sandra Toft s'est réveillée. Les Danoises ont été en difficulté au début du match, mais voilà, elles ne jouent pas seules, les Françaises, et il y a un adversaire en face. Et tactiquement, voilà, des choix qui sont faits, un peu plus de réussite. Les ballons qui tombent dans les mains des Danoises plutôt que les Françaises.
Oh, quel choc on a vu sur cet angle, ça a venu frapper l'équerre du but de Laura Gloser. Estelle Nzeminko qui transmet, non, mauvaise transmission pour Manon Houette. Un peu plus de déchets techniques, que ce soit au niveau des pertes de balles, des fautes techniques du côté tricolore dans ce deuxième acte. Kronborg qui trouve la faille et qui passe. Elles sont encore à un but, c'est danoise. Et regardez la rage au niveau du banc. Alors on va vibrer avec un Money Time qui va être passionnant pour ces deux équipes qui se retrouvent pour la première fois dans une grande compétition depuis l'Euro 2012 en Serbie. Le Danemark l'avait emporté. Siraba Dembélé qui marque un but fantastique. Elle a pris tout son temps dans sa fixation et elle dépose ce lob merveilleux pour tromper Sandra Toft. Le temps mort de Klaas Boone Jorgensen, 3 buts d'avance, 20-17 pour l'équipe de France. Il faut qu'elles soient capables, les Françaises, chaque fois d'accélérer, de rester autoritaires. Laura Flip avec Estelle Nzeminko. Le décalage, non. Quelle grosse faute sur Siraba Dembélé. Eh oui, l'exclusion semble inévitable. Et est-ce que ça sera plus? Est-ce que ça sera un carton rouge? C'est une énorme faute, vraiment. Et oui, carton rouge, c'est logique. Regardez cette cravate, bien sûr. Oui, Anne-Cécile Lacour a terminé sa compétition. Et carton bleu. Allez, moins de 6 minutes. Il est important encore ce jet de 7 mètres. Et décidément, Alexandra Lacravère, aujourd'hui dans cet exercice, elle est décisive. Les Françaises reprennent 3 buts d'avance, 21-18. Il reste 5 minutes 30 à jouer. Allez, moins de 6 minutes. Il est important encore ce jet de 7 mètres. Et décidément, Alexandra Lacravère, aujourd'hui dans cet exercice, elle est décisive. Les Françaises reprennent 3 buts d'avance, 21-18. Il reste 5 minutes 30 à jouer. Elles ne sont pas loin les Françaises d'aller chercher une troisième médaille, une médaille de bronze une nouvelle fois dans un Euro. C'est bien défendu, il n'y a pas de faute sur Stine Bodolt. La montée de balle, il n'y a pas de gardienne et ça va passer. Elle n'a pas eu le temps de se replacer, Sandra Toft. Quelle intelligence, quelle maîtrise. Regardez bien sûr la joie. Estelle Nzeminko qui prend l'information et avec beaucoup de tranquillité, elle voit le but vide et elle ne tremble pas. Elles peuvent bien sûr encore espérer, c'est danoise. Avec le tir détourné, oh, énormément, maximum de réussite pour cette équipe danoise avec ce ballon détourné, le poteau rentrant en faveur de Stine Jorgensen et de son équipe. C'est détourné par Nyoncia Nyomla. Et c'est la troisième équipe qui arrive à mettre 22 buts à l'équipe de France. L'Espagne et la Pologne avaient réussi à mettre 22 buts, mais sinon aucune autre équipe a mis plus de 22 buts à la France pendant toute la compétition. Donc le Danemark fait aussi bien pour l'instant. On va voir si elles arrivent à marquer plus ou pas. Ça nous arrangerait qu'elles ne marquent plus, mais en tout cas l'équipe de France a eu une très bonne défense durant toute cette compétition. Béatrice Edvige qui vient certainement sceller l'issue de cette petite finale après ce bon service. Voilà, on a vu les pivots aujourd'hui, des joueuses qui n'avaient pas forcément été beaucoup servies dans cette rencontre. On a vu Loris Salandre, on voit Béatrice Edvige, voilà, c'en est terminé certainement après cette perte de balle danoise. Ça a été un petit peu plus poussif, un peu plus laborieux en seconde période. On vous rappelle que l'équipe de France menait 14-9 après les 30 premières minutes. Elles ont résisté, ces Françaises. Elles avaient cédé face à la Norvège dans le Money Time, face à la Norvège, donc elles avaient cédé dans le Money Time. Et là, elles résistent jusqu'au bout malgré la pression, malgré le retour en force des Danoises. Béatrice Edvige qui s'arrache et le but va être validé, deuxième but consécutif. La joie du clan français, le large sourire des Françaises. Et elles l'ont fait 10 ans après leur dernière médaille dans un championnat d'Europe. Et bien, elles décrochent une troisième médaille de bronze dans un Euro après 2002, après 2006. Et maintenant, c'est une nouvelle fois en Suède. Elles dominent le Danemark avec la manière 25-22. Prodigieuse et surprenante, ces Françaises. Ça a été un match encore très tendu avec une équipe adverse qui a résisté, une équipe de France qui a globalement maîtrisé son match avec une excellente première période. Et voilà à la fin ce couronnement avec cette place de troisième, cette médaille de bronze. Félicitations pour cette belle récompense. Merci, mais
C'est vrai qu'on a fait de bonnes choses. On a eu à nouveau des très grandes gardiennes. Il faut vraiment les féliciter pour leur euro. Elles ont été extraordinaires tout au long de la compétition. On a vu de belles choses. On s'est un peu crispé, c'est normal. Ils ont poussé fort. Ils ont joué un de plus. Et il a fallu attendre le dernier moment dans les 5 dernières minutes. Mais bon, on a quand même réussi à résister, à maîtriser notre jeu sur la fin de match face à une défense qui était très compliquée à attaquer, qui est très très agressive. Donc c'est méritoire quand même d'aller chercher cette médaille. Olivier, racontez-nous un petit peu, vous avez repris cette équipe de France il y a un petit peu moins d'un an. Vous avez réalisé un parcours exceptionnel lors des Jeux Olympiques à Rio. Et là, vous n'aviez pas fixé d'objectif à cette équipe de France. Vous décrochez une médaille de bronze, c'est assez inespéré. C'est un bilan, alors déjà à court terme, assez exceptionnel. Ouais, si tout le monde est venu aussi, c'était pas pour rien. Hein. Les anciennes, on leur avait laissé le choix de ne pas venir. Elles ont dû se téléphoner, elles ont dû dire tout le monde ou personne. Et on a une bonne équipe, même si on a des joueurs qui sont un peu fatigués. Et on a montré, autour de la compétition, on a montré de la maturité. Estelle, félicitations. Ouais, merci. Ça a été un match exceptionnel. Ouais, maîtrisé, il y avait une grosse maîtrise en première période, ça a été encore tendu, mais comme ça a été le cas tout le temps avec cette équipe de France dans cette compétition, c'est finalement ça qui est fort, c'est les émotions et ce stress aussi que vous vivez et que vous arrivez à surpasser. J'ai pas écouté. C'est aussi ce stress qui vous permet aussi, que vous arrivez à surpasser et qui vous donne beaucoup d'émotions dans de tels matchs, qui est important. Ouais, on a commencé assez fort, mais après il y a toujours un passage où on se connaît, alors à force on apprend à les gérer, mais ça marche pas tout le temps, mais là ça a marché, donc tant mieux. Quel est le gros souvenir de cette compétition ? Ouais, l'Espagne quand même. Hein. C'était déjà le gros souvenir de la dernière compétition. Et là, pour le coup, ouais, l'Espagne avec cette victoire à l'arraché à la dernière seconde, c'était le temps fort. C'est ce qui nous a aussi lancé fort dans la compète, quoi. Et vous, personnellement, Estelle, vous faites une compétition absolument exceptionnelle, avec une performance régulière du début à la fin. Meilleure buteuse de cette équipe de France dans cette compétition, j'imagine que ça fait énormément plaisir. Oui, je suis très contente. Après, vraiment, le plus important, c'est qu'on ait fait la médaille. Je trouve ça super d'avoir. C'est une année fantastique pour nous. On a eu 2 médailles en 4 mois. Franchement, c'est génial. Et après, je suis juste contente de me sentir. Je remercie les filles parce que je me sens vraiment bien dans le groupe, épanouie. Et c'est pour ça que j'arrive à me libérer sur le terrain. Donc voilà, c'est super. Bah oui, c'est super. Une seconde médaille quelques mois après la dernière médaille. Bah oui, bravo à cette équipe de France féminine de handball qu'on a plaisir à suivre. Eh bien, on va se quitter, messieurs. Voilà, c'était la dernière de 2016. Non, ne sortez pas vos mouchoirs. Ah oui, c'est pour vous moucher. Oui, c'est vrai, vous avez la grippe. Oubliez. Ne sortez pas vos mouchoirs et puis on va interrompre nos programmes. Ouais, bah oui, hein, on va interrompre. Hein, on va pas dormir ici, hein, si. Monsieur Fitch, vous voulez dormir là, Fred ? Non, tu veux rester ici ? J'attends le retour de Rachid demain matin à 7h si vous voulez. Ça va lui faire une belle surprise à Rachid. Faut pas qu'il bute contre toi, hein, t'endormiras pas. Bon, ben moi je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Dans cette émission pour l'année 2016. On se retrouvera bien évidemment en 2017. On continue, le 9 ou le 16 janvier, on ne sait pas encore. On verra la date. Elle sera communiquée sur les réseaux sociaux. Surtout que la semaine de reprise, ça va être chargé parce qu'il y aura déjà le 10 ce match contre Monaco. Comment ça ? Tu vas être chargé ? Mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Fitch ? J'espère que ce vendredi 13 portera chance parce que le premier match du championnat est à Valenciennes. Donc espérons que ça va le faire. On en reparlera d'ici là. Donc voilà, je tenais à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis pour cette année 2016. On se retrouve en 2017, bien sûr toujours avec en fil rouge le FC Sochaux Montbéliard, et évidemment on continuera à parler de tous les clubs de la région, de tous les sports. D'ailleurs je passe une annonce encore, je la passe encore une dernière fois, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui répondra. Oui, on cherche quelqu'un pour s'occuper du sport féminin, de préférence une personne féminine, ça serait assez sympa pour la saison prochaine, n'est-ce pas messieurs? Sympa qu'on en parle un peu plus de ce sport féminin. Ce serait sympa. Hein. Bah oui, ce serait sympa. Bon. C'est vrai que ça manque un peu de féminisme à l'antenne. Oui, c'est vrai. Bon, la prochaine fois, vous allez venir avec une perruque, monsieur Fitch. Sûrement pas. Avec une perruque, vous allez changer votre voix. Non, j'espère. Voilà, c'est une annonce que
que je passe. Donc, et n'importe qui plus largement qui voudrait participer. Oui, bien à sûr, l'émission, n'importe qui. Bien sûr, toujours nous appeler bien sûr, ou, de toute façon, ou nous contacter. tout le monde peut venir en public ici. Hein, c'est ouvert. Bon, maximum 2 personnes parce qu'après, on va être obligé de grimper sur les côtés de la fenêtre. Il fait trop froid en ce moment. Donc voilà, voilà, bonne fête de fin d'année à tout le monde. J'ai une grosse pensée aussi pour tous ceux qui sont dans la peine en ce moment, qui sont dans les hôpitaux. Voilà, une grosse pensée aussi à eux. Et puis en espérant que ça aille mieux, en tout cas en 2017. Bon, messieurs. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Et puis surtout, allez, allez Sochaux! Soyons sport, 18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5. Et sur www.radioshalombesançon.com.